Alex Banks. Lorsque M. Harang, notre professeur de français, prononça mon nom, un frisson me parcourut le dos. Assis au fond de la classe, j'avais pourtant essayé de me faire tout petit, me cachant derrière le large dos de Brian Webb, l'espèce de gorille qui était juste devant moi. J'avais croisé les mains, priant pour que M. Harang ne m'appelle pas au tableau. Il avait décidé de nous soumettre, l'un après l'autre, à un exercice terrible. Nous devions raconter intelligemment une aventure qui nous était arrivée. Et cet exercice allait compter pour 50% du total des compositions de l'année. « Alex Banks » répéta M. Harang. Pas de doute, il en avait après moi. Ma gorge se serra tellement que je respirais avec difficulté. N'ayant plus le choix, je me levai, les jambes tremblantes. Il faut préciser que j'ai particulièrement horreur de parler devant les autres, surtout quand je n'ai pas eu le temps de répéter. Prenant sur moi, je me dirigeai vers l'estrade. J'étais à mi-chemin quand Danny Green, fidèle à son habitude, laissa traîner son pied dans l'allée. Évidemment, je trébuchais, mais réussis à me rattraper de justesse. Cela déclencha néanmoins un fou rire général. M. Harang fronça les sourcils. « Danny, pourquoi te sens-tu obligé de faire un croche-pied à tous ceux qui passent ?»« Parce que c'est amusant, » répondit celui-ci, imperturbable. Son insolence provoqua de nouveaux rires. M. Harang semble ignorer que Danny est un rigolo. C'est bien le seul d'ailleurs. Il n'a aucun sens de l'humour, ne comprend pas la plaisanterie et ne rit jamais. Il est grand, mince, tout sec et presque chauve. Ses lèvres restent pincées en permanence, comme s'il venait de mordre dans un citron vert. C'est certainement pour ça qu'il porte le surnom de Harang sourd. Mais il n'en sait rien, bien sûr. Il est si antipathique que les élèves du collège de Saint-Esther, notre ville, n'ont qu'une angoisse, se retrouver dans son cours. Mes meilleurs amis, Sarah Walker, Michael Warner et Arthur Norman, sont tombés sur l'adorable Madame Folsom. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance. Quelle poisse! Arrivé au tableau, je m'éclaircis la gorge. J'étais rouge comme une tomate, j'avais les mains moites, paniquant à l'idée qu'on puisse s'apercevoir que mes genoux jouaient des castagnettes. J'imaginais un acteur devant son public. Éprouvait-il le même genre de trac? Je n'eus pas le temps de répondre à cette question. M. Harang fit craquer les articulations de ses mains osseuses. « Allons-y, Alex, raconte-nous ton histoire. Je te rappelle qu'elle doit être vécue. » Je pris une grande inspiration, toussai et me lançai. C'était un beau dimanche de l'automne dernier. J'étais avec mes copains Sarah, Michael et Arthur. Nous tournions en rond dans Saint-Esther sans savoir quoi faire. On s'ennuyait ferme, pour tout dire. On essayait de trouver une occupation un peu excitante. Et puis Michael eut une idée. Il nous proposa d'explorer la maison Kaufmann. Et... « C'est quoi cette maison Kaufmann ?» m'interrompit M. Harang, les sourcils froncés. « C'est une maison hantée !» s'écria Danny. « Oui, c'est là qu'habite Alex !» renchérit Brian. Des ricanements incontrôlés accompagnèrent cette réflexion idiote. Prenant sa mine la plus renfrognée, Harang sourd leva la baguette qui ne le quittait jamais et imposa le silence. « C'est une vieille bâtisse déserte qui se trouve sur une colline dans mon quartier, expliquai-je. Donc on y pénétra et on descendit dans la cave. C'est là qu'on découvrit un vieil appareil photo. Et c'est là aussi que mon histoire commence, car cet objet avait des pouvoirs maléfiques. M. Harang émit une sorte de grognement et fit les gros yeux. Des élèves pouffèrent. Je les ignorais et poursuivis. Comme c'était un polaroid, la photo se développait instantanément. Mais, chose curieuse, ce n'était jamais celle que nous avions prise. Elle montrait chaque fois un événement horrible qui allait se passer. Par exemple, je photographiais la voiture flambant neuve de papa, et bien le cliché représentait cette voiture accidentée, complètement ratatinée. Et quelques jours plus tard, mon père eut un grave accident. Il s'en tira par miracle. La prédiction s'était réalisée. Je jetai un coup d'œil autour de moi pour voir l'effet produit par mon récit. Certains rigolaient, d'autres m'interrogeaient du regard, perplexes. Brian essaya de me faire perdre contenance en me faisant des grimaces. Ensuite, je pris en photo mon copain Arthur en train de jouer au baseball, continuai-je. Il posait fièrement, mais sur l'image, il apparut allongé par terre, inconscient.
2 minutes après, un garçon envoya la balle droit sur sa tête et il s'évanouit, exactement comme le montrait la photo. La plupart des élèves semblaient maintenant intrigués. Je me tournai vers M. Hareng. Il avait la tête dans les mains, les coudes sous la table, de sorte que je ne pouvais pas me rendre compte de sa réaction. « Ce n'est pas tout, précisai-je. Il y eut ensuite un épisode encore plus effrayant. J'apportai l'appareil chez Sarah le jour de son anniversaire et je la pris, appuyée contre un arbre. Sur le cliché, il y avait bien l'arbre, mais Sarah avait disparu, comme si elle était devenue invisible. Eh bien, figurez-vous que 3 minutes plus tard, mon ami s'était évanoui dans la nature, évaporé. Des élèves me fixaient la bouche ouverte, d'autres se moquaient de moi. Quant à M. Hareng, il gardait la même position. Qu'était-il en train de manigancer? Sarah ne revint que quelques jours plus tard. Alors, terrifiés par cet appareil, nous avons décidé de le rapporter à la maison Kaufmann. Nous y avons rencontré un homme bizarre, habillé tout en noir, surnommé l'araignée. Il nous déclara être le propriétaire du Polaroid et nous prévint qu'un sort avait été jeté à cet appareil. M. Hareng me fit sursauter en frappant le bureau avec sa baguette. « Ce sera tout » lança-t-il brutalement. « Pardon » fis-je, n'étant pas sûr d'avoir bien compris son ordre. Dans la classe, on aurait pu entendre une mouche voler. Hareng sourd secoua la tête, puis il me scruta de ses yeux bruns et mesquins. « Alex, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. » La cloche du déjeuner sonna. « Nous continuerons demain, » annonça M. Hareng. « C'est terminé pour aujourd'hui. » Les autres se levèrent, faisant racler les chaises sur le plancher. Je les vis ranger leurs livres et leurs cahiers dans leur cartable. Puis, ils se dirigèrent vers la porte, vers la liberté. Je n'avais qu'une envie, c'était de les suivre en courant, mais les yeux implacables du professeur ne me quittaient pas, comme s'il voulait me clouer sur place. J'attendis impatiemment que la pièce soit vide, puis je m'adressai à Hareng sourd d'une voix faible, les mâchoires crispées. « Quelle est cette mauvaise nouvelle ?»« Je te mets un 0 pour ce travail, » répondit froidement le professeur. « Tu as complètement raté cette épreuve, Alex. » Sentant mes genoux faiblir, je dus me rattraper au bord du bureau pour ne pas tomber. « Mais, pourquoi ?» parvins-je enfin à articuler. Il croisa ses bras décharnés sur sa chemise Lacoste jaune, comme j'aurais aimé que le petit crocodile lui saute à la figure et lui morde le nez. « Eh bien, tu n'as pas suivi le plan demandé, » expliqua-t-il. « Comment ça ?» Mes jambes en coton me soutenaient à peine. « Alex, je t'avais demandé de raconter une histoire vraie, » reprit M. Hareng d'un ton sévère. « Au lieu de ça, tu nous sors un conte à dormir debout et complètement idiot. Tu as dû le trouver dans une bande dessinée. Enfin, de qui te moques-tu » Je lâchai le bord du bureau et serrai les poings de toutes mes forces. « Mais monsieur Hareng, c'est vrai. Je vous jure que cet appareil photo existe. Je n'ai rien inventé. » Je pris une grande inspiration, m'efforçant de garder mon calme et de ne pas crier. « Vous pouvez demander à mes amis, ils sont dans le cours de Madame Folson. Ils étaient avec moi, ils vous diront ce qui est arrivé. »« Je leur fais confiance, » décréta-t-il avec un sourire moqueur. « Je suis sûr qu'ils répéteront ta version. »« Mais non, je vous promets que... » M. Hareng secoua la tête. « Tu n'as pas pris ce devoir au sérieux, Alex. Tu as traité le sujet comme si c'était une bonne blague. Je te mets donc un 0. » Je gardai mes poings serrés et émis un grondement sourd. « Contrôle-toi, Alex, » me répétai-je. « Contrôle-toi, mon vieux. » Mais comment aurais-je pu me contrôler? Cette note était tellement injuste. Sans oublier ses conséquences. Pour moi, c'était presque une question de vie ou de mort. « Monsieur Hareng, vous ne pouvez pas me mettre 0, » gémis-je, prêt à me jeter à genoux pour le supplier. « C'est comme si vous ruiniez mon existence. » Impitoyable, il me dévisagea sans dire un mot. « Si j'ai ce 0, je ne pourrai pas aller chez mes cousins cet été, continuai-je. Ils habitent en Californie, près de Los Angeles. Mes parents m'ont promis que si j'avais de bons résultats en français, j'irais y passer les vacances. Vous comprenez ?» Il ne bougea pas d'un millimètre, le front plissé, continuant à me fixer. « Si j'ai 0, je resterai ici tout l'été » m'écriai-je, désespéré. Finalement, il réagit. Un sourire méchant sur les lèvres, des éclairs dans les pupilles. Il déclara. « Eh bien, comme ça tu auras tout le temps pour inventer d'autres histoires stupides. » Il se mit à griffonner des notes sur son carnet. « Monsieur Hareng, je vous en prie, l'implorai-je. Je n'ai pas raconté de mensonges. »« Bon, d'accord, fit-il en levant la tête. « Alors,
Prouve-le. Je restais là, éberlué, la bouche ouverte. Apporte-moi ce Polaroid, ricana Aranxour, et prouve-moi qu'il est ensorcelé. Sinon je te punis et je maintiens ton zéro. J'examinais son visage. Était-il sérieux? Il me défiait du regard, puis il me renvoya d'un geste. Va déjeuner maintenant. La prochaine fois tu prendras mes devoirs au sérieux. Je regagnai ma place au bord des larmes. Je ramassai mon sac, le jetai sur mon épaule d'un geste rageur et sortis de la classe comme un bolide. Tout en marchant, je pris la peine de réfléchir à ce qui m'attendait. Fallait-il que je retourne dans la vieille maison en ruine? Que je retrouve ce maudit boîtier? Il n'en était pas question. Cet appareil est trop dangereux. Il a fait trop de victimes, pensai-je. Il me fait trop peur. Oui, mais il y avait ce zéro. Si je voulais retrouver mes cousins cet été, j'étais obligé de récupérer une note correcte. Que pouvais-je faire? Au réfectoire, je retrouvai mes amis à notre table habituelle. Je posai mon plateau si brutalement que la moitié de mon soda s'échappa du gobelet. « Qu'est-ce qui te prend, Alex » s'exclama Arthur. Je me laissai tomber comme une masse sur une chaise. Prostré, je ne touchais pas à mon repas. Je gardais les yeux fixés sur le mur. Il m'apparut dans une sorte de halo verdâtre. « Qu'est-ce que tu as » répéta Arthur. « Rien, l'oiseau, bougonnai-je. En fait, Arthur ressemble tellement à un héron que tout le monde ici l'appelle l'oiseau, y compris ses parents. Il est grand et mince, avec de petits yeux très rapprochés et un long nez en forme de bec. Ses cheveux bruns dressés sur le haut de la tête forment une sorte de toupet. Et puis, il marche bizarrement en rebondissant d'une jambe sur l'autre. « Sale temps, Alex, non » commenta Michael qui dévorait le contenu de son assiette. « C'est sûr, murmurai-je en soupirant. Sarah portait un t-shirt bleu pâle qui tombait sur un jean délavé. Rejetant ses longs cheveux noirs en arrière, elle demanda « Alex, qu'est-ce qui se passe ?» Respirant un grand coup, je me décidai à leur raconter ce qui m'était arrivé pendant le cours de français. « Arançour ne t'a pas cru ?» s'indigna Michael qui en fit tomber sa fourchette. « On va aller tous ensemble lui dire la vérité. »« Vous non plus, il ne vous croira pas, grognai-je. »« Mais enfin, ajouta Michael, on a tous vécu la même aventure, non ?»« Oui, on est 4 contre 1, renchérit Arthur. Il sera obligé de nous croire. »« Écoutez, vous connaissez Aranxour. Il m'a dit qu'il ne me croirait que si je lui apportais une preuve. Donc il ne reste qu'une solution. Lui montrer l'appareil pour qu'il constate qu'il est bien ensorcelé. »« Mais on ne peut pas faire ça !» s'exclamèrent en chœur Michael et Sarah. En jetant un coup d'œil par-dessus leur épaule, j'aperçus Brian et Danny. Étant donné que ce sont les 2 plus gros garçons de l'école, on les surnomme Sumo 1 et Sumo 2, car ils ont l'allure des lutteurs japonais. Mais malheur à celui qui ose les appeler Sumo en face. Ils l'écrasent comme une mouche. Ces monstres m'avaient suivi après la classe. Quand ils constatèrent que je les avais repérés, ils m'adressèrent un déplaisant sourire en coin. Pour me faire enrager, ils firent semblant de prendre des photos avec un appareil imaginaire. « Clic-clac » fit Brian. « Oh non, ma pellicule est maléfique. »« Fais un sourire, gentil Alex, » intervint Danny. « Dis-moi donc, cheese, attention, le petit oiseau va sortir. »« Ouais, comme il a l'air malin, notre Alex, » ironisa Brian. Rejetant la tête en arrière, ils se mirent à rire comme des fous. « Très drôle, vraiment très drôle, les gars, » grommelai-je. « Si vous continuez, c'est vous qu'on va mettre en boîte, » leur lança Michael. Personne ne rit. En fait, les blagues de Michael sont rarement drôles. Un peu enveloppé, il a des cheveux roux coupés courts, un visage plein de taches de rousseur et des yeux très bleus. De toute façon, je n'avais pas le cœur à m'amuser. Mes vacances étaient fichues, et comme mes amis avaient déjà arrêté leur projet pour l'été, j'étais presque sûr de m'ennuyer tout seul, à Saint-Esther. Ça, je ne pouvais pas le supporter. Plutôt mourir. La perspective de passer 2 mois à me morfondre me redonna de l'énergie. Si pour prouver à M. Hareng que je disais la vérité, je devais retrouver ce Polaroid infernal, eh bien, j'allais le faire. Sarah dut lire dans mes pensées, car elle me prit le bras et se pencha au-dessus de la table. « Alex, ne fais pas ça, c'est trop dangereux. »« Elle a raison, » approuva Arthur. « Pour rien au monde, je ne retournerai dans cette maison hantée. Jamais. »« Dis donc, et ton frère ?» intervint Michael. « Qu'est-ce qu'il a, mon frère ?» fis-je un peu surpris par sa question. « Il ne travaille pas dans un magasin de photos ?» C'était vrai, mon frère aîné, William, travaille chez Kramer.
Le soir, après ses cours à l'université, il développe des pellicules. Oui, et alors, continuai-je, peut-être qu'il pourrait dire à Aransour que l'appareil est vraiment ensorcelé. Oui, mais il faudra prouver qu'il l'est, objectai-je. Comment veux-tu t'y prendre? Michael réfléchit, mais il ne trouva pas de solution, malheureusement. Tu vois, je suis coincé, me résignai-je. Il faut aller dans la maison Kaufmann. Qui veut venir avec moi? Un silence lourd suivit ma question. Arthur se concentra sur sa salade, Sarah tourna une boucle de cheveux autour de son doigt, Michael fixa désespérément le plancher. Ne répondez pas tous en même temps, surtout, dis-je. Je n'obtins pas plus de réaction. Je n'ai besoin de l'appareil que pour un jour, pas plus, et puis je le rapporterai là-bas, et je ne remettrai plus les pieds dans cette baraque. Jamais. Ils continuèrent à se taire. Arthur leva les yeux au ciel et se mit à siffloter. Je ricanai, un peu méprisant. D'accord, puisque c'est comme ça, j'irai tout seul. N'y retourne pas, s'écria Sarah, affolée. Même pour une minute, il va y avoir une catastrophe, j'en suis sûre. Si seulement je l'avais écouté. L'après-midi passa sans que je m'en rende compte. J'eus un mal fou à me concentrer, entendant à peine ce qui se disait. Pendant l'interrogation écrite d'orthographe, je remplis ma copie comme un automate. À l'entraînement de volley-ball, lorsqu'un joueur m'envoya la balle sur la tête, je ne ressentis rien. Je me souviens juste d'avoir quitté la salle. Ensuite, Madame Jake, notre professeure de musique, me surprit en train de regarder par la fenêtre, l'air absent. Pensant sans doute que c'était à cause de l'incident du cours de gymnastique, elle voulut m'envoyer à l'infirmerie. Je dus la convaincre que j'étais en pleine forme pour ne pas y aller. En fait, je rêvais tout éveillé. Ou plutôt, j'étais obsédé par l'appareil caché dans la vieille maison hantée. C'était plus fort que moi. Comment allais-je me faufiler dehors après le dîner et grimper la colline jusqu'à cette vieille baraque décrépie? Une fois là-bas, il me faudrait encore descendre dans la cave et sortir ce boîtier de malheur du petit placard où je l'avais caché. J'arriverai bien à prouver à Aransour qu'il est ensorcelé, pensai-je. Je lui démontrerai qu'il s'est trompé et que c'est lui qui n'est pas réglo. Et ceux qui se sont moqués de moi en prendront aussi plein la figure. Mon 0 à l'exposé se transformera en 18 sur 20. Voilà à quoi je réfléchis tout le reste de la journée. Je n'avais pas oublié mes amis non plus. Je ne pouvais pas leur en vouloir d'avoir peur, parce que moi aussi, j'étais effrayé. Je me fis la promesse de faire très attention. J'apporterai l'appareil maudit au collège, mais je ne prendrai personne en photo. Oui, mais alors comment donner la preuve à Aransour? Et si je photographiais la salle de classe vide, ou bien la salle à manger, ou le gymnase? Après, j'irai remettre l'appareil à sa place, dès que M. Harang aura changé ma note, et je n'y toucherai plus jamais. Après les cours, je me mis à la recherche de Sarah. Nous sommes voisins et d'habitude nous faisons le trajet ensemble. Malheureusement, elle était déjà partie. Déçu, je pris le chemin de la maison. Tout en ruminant mon plan, je donnais des coups de pied dans une canette de soda qui traînait. Je n'avais pas fait 100 mètres que des voix m'arrêtèrent. « Hé Alex, retourne-toi !» Deux mains puissantes me saisirent les épaules et me firent tourner sur moi-même. C'était Brian Webb. « Alex, on est allé à la maison Kaufmann, s'écria-t-il. On a trouvé ton Polaroid. Fais cheese !» Braquant l'objectif sur moi, il appuya sur le bouton. L'éclair du flash m'obligea à fermer les yeux. Je poussai un cri d'angoisse, certain qu'une malédiction allait se réaliser. Je m'imaginais sur le cliché le visage déformé par la douleur, en train d'agoniser. Quand je soulevais mes paupières, les deux complices étaient en train de rigoler. Ils se donnaient de grandes claques dans les mains. Danny tenait bien l'appareil, mais il était en carton. C'était un de ces modèles jetables à 50 francs. Rien à voir avec celui que je craignais tant. « Bien joué, les gars, dis-je, encore ébloui par le flash. Vous êtes de vrais rigolos. »« C'est plutôt toi le rigolo, avec ton histoire à la noix, » grogna Brian. « Où as-tu été chercher ça ?» On était tous pliés en deux. Je les fixais, furieux, le cœur battant. Les deux sous-mots étaient tellement énormes qu'ils me barraient la vue. Persuadé qu'ils allaient continuer à se moquer de moi, je me préparais à me défendre, au cas où les choses se seraient gâtées. Mais je me gardais bien d'attaquer le premier. Je n'avais ni le temps, ni l'envie de me battre. « Demain vous rigolerez peut-être moins, » murmurai-je. Sur ces paroles, je leur tournai le dos et filai. Pendant le dîner, je ne quittais pas mon assiette des yeux. J'étais trop nerveux pour avaler quoi que ce soit, et j'avais l'estomac noué par toutes ces émotions. « Passe-moi les pommes de terre, » me demanda William en découpant son poulet. «
Ce ne sont pas des pommes de terre, mais des navets, corrigea maman. Il haussa les épaules, se contentant de remplir son assiette à ras-bord. William me ressemble beaucoup, avec ses cheveux blonds, ses yeux verts et son sourire naïf. On dirait que nous sommes jumeaux, sauf qu'il a 16 ans, et moi 12. Pourquoi es-tu si pressé s'étonna maman en le regardant dévorer ses navets. Je dois retourner au laboratoire, répondit mon frère en s'essuyant la bouche avec sa serviette. On a du travail par-dessus la tête, et j'ai promis à M. Kramer de faire des heures supplémentaires. Tu dois commencer à en connaître un rayon sur la photo, intervint papa. Oui, pas mal. Surtout ne parlons pas de photos, suppliai-je intérieurement. Ce simple mot me donnait la chair de poule. Je savais ce qui m'attendait après le dîner. Il faudrait que je me faufile dehors pour aller jusqu'à la vieille bâtisse déserte, là-haut, sur la colline. William repoussa sa chaise qui grinça sur le plancher. Il se leva d'un bond et jeta sa serviette sur la table. « Je dois filer. À plus tard. »« Tu n'as pas de devoir à faire » lui cria maman. « Non, tu sais bien qu'on n'en a pas à l'université » prétendit William. Et il claqua la porte derrière lui. « Quel fainéant celui-là » plaisanta papa. « Il en a, évidemment. » Brusquement, mes chers parents se souvinrent que j'existais. « Alex, mais tu n'as rien mangé, constata ma mère. Tu n'aimes plus le poulet ?»« Tu sais, j'ai abusé des gâteaux après les cours, mentis-je. Je n'ai plus faim du tout. »« Nous allons chez ta tante Hélène après le dîner. Tu veux venir avec nous ?»« Non, je ne peux pas, j'ai plein de leçons. Ça va me prendre un bon bout de temps. » En général, je n'aime pas inventer des histoires, mais ce soir-là, je ne pouvais pas faire autrement. « Quelle note as-tu eu ce trimestre ?» voulut savoir maman. « Oui, dis-nous à quoi va ressembler ton carnet, » renchérit papa en se penchant vers moi. « Peter et Alice m'ont appelé de Californie cet après-midi. Ils m'ont demandé si tu comptais venir cet été. J'ai répondu que nous prendrions une décision dès que nous aurons vu ton carnet. »« Oh, ça va, marmonnai-je, les yeux toujours fixés sur mon assiette. « Enfin, c'est plutôt demain que ça ira mieux, me rassurai-je, pensant à ce que ferait M. Harang quand je lui apporterais ma preuve. Papa et maman desservirent la table. « Peter et Alice veulent absolument que tu prennes un appareil photo. Leur région est tellement belle. William pourrait peut-être t'en procurer un pas cher, suggéra maman. « Oui, c'est une idée. Mais pourquoi s'obstinait-il à parler de photos aujourd'hui ?» J'attendis que mes parents soient partis chez tante Hélène et patientais encore 10 bonnes minutes au cas où ils auraient oublié quelque chose. Dehors, il faisait frais. J'enfilai une chemise à manches longues par-dessus mon t-shirt et mis une lampe torche dans la poche de mon jean. Puis je descendis au garage prendre mon vélo. Le vent tourbillonnait. Comme il faisait humide, j'inspectais le ciel, espérant qu'il n'allait pas pleuvoir. Un pâle quartier de lune argentée flottait au-dessus des arbres sans feuilles. Je constatais que mon pneu avant était un peu dégonflé. Estimant qu'il tiendrait bien jusqu'à la maison Kaufmann, je sautai sur la selle. Quand je fus sur la route, je jetai un dernier coup d'œil à la maison. J'avais laissé les lumières allumées et leur douceur m'attira à tel point que j'eus envie de rebrousser chemin, de laisser tomber la demeure hantée et son appareil photo diabolique. Mais je ne céda pas à cette tentation. La simple idée que mes vacances d'été puissent être compromises par le 0/20 de M. Harang me décida à continuer. Je m'encourageais, branchai ma dynamo et roulai rapidement. Pour me stimuler, je me mis à parler tout haut. « Ça y est, mon vieil Alex, tu es sur la bonne voie. » Le vent me fouettait le visage. De chaque côté de la chaussée, la végétation frissonnait sous l'effet des bourrasques. L'une d'elles fit s'envoler devant ma roue des journaux abandonnés. Je faillis tomber et les éviter de justesse. Mon expédition commençait bien. En arrivant au bas de la côte, je changeai de vitesse. J'imaginais déjà les décombres de la vieille baraque cachée derrière la petite forêt de vieux chênes, au sommet de la colline. Je me souvenais d'une construction à 2 étages, avec un vaste porche et une verrière. Le toit pontu en tuiles rouges soutenait 2 grandes cheminées. Autrefois, cette demeure avait dû être très agréable. Mais, inhabitée depuis des dizaines d'années, elle s'était tellement dégradée que ce n'était plus qu'une ruine. Je commençais à monter la pente douce, suivant le sentier bordé de lotissements. Il faisait très sombre. Enfin, j'arrivai au fameux petit bois. La gorge serrée et les mains glacées, je me préparais à retrouver la sinistre bâtisse. En voyant les branches se balancer sur le fond grisâtre du ciel, je ne pus m'empêcher de ralentir. Je traversai la pelouse, passai à côté des chênes.
Encore un effort, et j'atteindrais mon but. Mais le spectacle qui m'attendait me figea sur place. Je reçus un véritable choc. Il n'y avait plus de maison. Poussant un cri de surprise, je bondis de mon vélo qui tomba par terre. C'était incroyable. J'eus beau chercher, rien. Il n'y avait plus rien. M'étais-je trompé d'endroit? J'essayais de me représenter la bâtisse. Non, elle avait bel et bien disparu. Les chênes se dressaient, gris-bleu dans le clair de lune. Seulement leur ombre ne s'étendait plus que sur un amas de planches et de briques. Le bâtiment avait été complètement démoli. Éberlué, je fixais le terrain où il s'était dressé comme si je pouvais le faire revenir. Soudain, un moustique piqua mon front, me faisant sortir de ma torpeur. Je revins sur le sentier, c'est alors que je vis une pancarte sous laquelle il était écrit « Vendu ». La maison Kaufmann avait donc été achetée et le nouveau propriétaire l'avait rasée. Elle n'existait plus, d'accord, mais la cave et l'atelier qu'elle abritait. Je revoyais, comme si c'était hier, le petit placard encastré dans le mur juste au-dessus de l'établi. C'était dans ce recoin que j'avais dissimulé l'appareil. Je continuais à avancer tel un automate. Je dérapais sur l'herbe rendue humide par la rosée. J'inspirais profondément l'air frais, gardant un œil sur les grands arbres argentés. Après avoir évité un tas de ferrailles et de vieilles poutres pourries, je constatais que la maison avait été réduite à un amas de portes empilées, de fenêtres posées sur des planches, de verres cassés éparpillés sur le sol et de monceaux de briques, d'un évier appuyé contre un arbre et d'une baignoire renversée. Où pouvait se trouver l'entrée de la cave? Je fis quelques pas, les jambes lourdes. Soudain, je me sentis mal à l'aise, comme si une force invisible m'empêchait d'avancer. Devant les vieux chênes, je découvris une ombre épaisse. Tout d'abord, je la pris pour un petit étang. Mais en m'approchant, je m'aperçus que c'était un vaste trou, un immense trou noir creusé dans le sol. C'était tout ce qui restait de la cave. Je m'arrêtai sur le bord, j'étais mal à l'aise et déçu. Clignant des yeux pour m'habituer à l'obscurité, je tentais de distinguer quelque chose dans ce puits sombre et profond. Malheureusement, les arbres cachaient la lune. D'une main tremblante, je sortis la torche de ma poche. Je l'allumai et dirigeai le faisceau sur le fond de la fosse. La lumière jaune n'éclaira que de la boue d'où sortait un enchevêtrement de racines. C'était tout. La cave avait été totalement vidée et le sol en béton enlevé. Et l'appareil, où était-il passé? Quelqu'un avait dû le trouver et l'emporter, ou bien les ouvriers l'avaient cassé en abattant les murs. Écrasé, réduit en miettes. Désespéré, j'éteignis ma torche et la remis dans ma poche. Je quittai cet endroit lugubre, évitant les gravats et les vitres brisées. Une brusque rafale de vent fit craquer les branches des chênes majestueux. Pourtant, ces bruits sinistres et cette atmosphère surnaturelle ne m'émurent pas. Je ne pensais qu'au zéro fatidique qui allait gâcher mes vacances. Le polaroid ayant disparu, j'étais bon pour en baver. J'allais continuer à être la risée des copains de la classe. Abattu, je poussai un long soupir, et la colère me submergea. Furieux, je donnai un violent coup de pied dans un monceau de bois et décidai de reprendre mon vélo. J'avais fait à peine 10 pas qu'une voix aiguë cria derrière moi. « Ne bouge plus! Tu es pris !» Ce cri perçant me fit paniquer. Ma première réaction fut de m'enfuir. Mais retrouvant mon courage, je m'arrêtai net et me retournai brusquement, le cœur battant à tout rompre. Alors je vis un jeune garçon. Il avait à peu près mon âge, les cheveux noirs coupés très courts. Il brandissait une grosse planche, prêt à s'en servir comme d'une arme. Il portait un vieux chandail foncé et un jean délavé avec des trous aux genoux. Il me scrutait de ses yeux luisants et aussi noirs que du charbon. « Ça y est, je l'ai !» cria-t-il d'une voix suraiguë, pareille à celle d'un petit enfant. « Qu'est-ce que tu veux dire » criai-je à mon tour. « N'avance plus » m'ordonna-t-il en levant sa planche plus haut. Tout en me surveillant, il fit un pas en avant, puis un autre. Je ne faisais rien de mal, protestai-je. Je regardais seulement. Quand il fut près de moi, son expression changea. Il me considéra la bouche ouverte. Sa colère avait disparu. « Mais tu n'es pas lui » bégaya-t-il. « Je ne suis pas qui ?»« Oh, excuse-moi, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. »« Oui, seulement je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis moi. »
Il y a un garçon qui habite juste derrière, m'expliqua-t-il en se grattant la tête. Il passe son temps à farfouiller ici et à voler des trucs sur le chantier. J'inspectais les alentours. Que pouvait-on dérober dans ce fouillis extraordinaire? Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à piquer, fis-je remarquer. Le garçon acquiesça et jeta la planche qui atterrit juste à côté de moi. Bof, fit-il. Il fauche des bouts de bois, des clous. C'est ta famille qui a acheté la maison Kaufmann? Il faisait froid maintenant, le vent redoubla. Malgré cela, j'étais en nage. J'essuyais mon front d'un revers de la main. Oui, on vient de l'acheter, répondit-il. Mais elle était dans un tel état que papa a décidé qu'il valait mieux tout abattre et en construire une nouvelle. C'est ce qu'on va faire. Une bourrasque souffla tellement fort que les chaînes semblèrent sur le point de se rompre. Je remarquai même que la roue arrière de mon vélo tournait toute seule. On nous a raconté que la maison Kaufmann était hantée, continua le garçon. Je suis content que papa ait décidé de la démolir. Il donna un coup de pied dans une brique. Comment tu t'appelles? Moi, c'est John. Alex, j'habite juste en bas, à 200 mètres de l'école, répondis-je. J'avais l'habitude d'aller dans cette bâtisse avec mes copains. On s'amusait bien. En fait, je crois aussi qu'elle était hantée. John m'observa avec plus d'attention. « Qu'est-ce que tu venais faire ici ce soir ?» demanda-t-il un peu inquiet. « Qu'est-ce que tu cherchais ?» Je me décidai à lui dire la vérité. « J'ai perdu ici un objet il y a longtemps déjà, un appareil photo. »« Un vieil appareil ?»« Oui, très vieux, dis-je, excité à l'idée qu'il ait pu le voir. Il était au sous-sol, dans un petit placard. Je l'ai vu, les ouvriers l'ont retiré de la cave avant de la démolir. »« Alors tu sais où il est ?» m'exclamai-je, ne parvenant pas à cacher mon enthousiasme. « Qu'est-ce qu'ils en ont fait ?» Il indiqua un coin par-dessus mon épaule. « Il doit être encore par là. Je ne crois pas qu'ils aient vidé la benne à ordures. » Je me retournai et vis cette benne posée de l'autre côté du chemin. Anxieux, je me mis à courir à toutes jambes à travers les herbes hautes. Je m'arrêtai devant l'imposant récipient en métal dans lequel s'accumulaient toutes sortes d'objets. « Tu crois que je peux chercher là-dedans ?» demandai-je à John. Il me rejoignit lentement, les deux mains dans les poches. « Vas-y si ça te chante. Mais pourquoi veux-tu retrouver cet appareil photo ?» Je ne pris même pas la peine de répondre. Je n'avais pas le temps. Je m'accrochai des deux mains au bord du conteneur. Il était si haut que je dus m'y reprendre à 3 fois avant de pouvoir me hisser à l'intérieur. Un réverbère projetait une lumière blafarde sur les détritus. Je les examinai rapidement. En fait, je retrouvais le contenu de la cave, les outils abîmés de l'atelier, les débris d'un aspirateur, différents ustensiles. Tout y était empilé avec des vêtements usés et des valises éventrées. Le Polaroid pouvait-il être là aussi? J'attrapai une malle et la jetai sur le côté. J'écartai des piles de vieux journaux. Si c'est nécessaire, j'inspecterai cette benne objet après objet jusqu'à ce que je mette la main dessus. Je réussis à extraire, non sans peine, un tuyau d'arrosage. Dessous, je trouvais des habits démodés que je palpais avec anxiété. Rien. Mais où est-il? Où? Me demandai-je à haute voix. Je me mis à genoux et fouillai avec acharnement. L'odeur de pourriture devint insupportable, envahissante. Respirant le moins possible, je continuais d'explorer de plus en plus profond. Il fallait que je le trouve, impérativement. Je m'acharnai sans prendre une seconde de repos. Et brusquement, je vis 2 yeux qui me fixaient dans l'ombre. 2 yeux jaunes, luisant dans la pâle lumière du lampadaire. Ils me scrutaient du fond de cette benne. Ils étaient impitoyables. « Ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un ici, » laissai-je échapper. Et je poussai un cri de terreur. Glacé, ces 2 yeux me regardaient bien en face. Je sentis le froid m'envahir. Je les fixai aussi, attendant que cette créature me saute dessus. « Ça va ?» s'inquiéta John. « Oui, enfin, pas vraiment, » répondis-je. J'étendis la main vers ses yeux brillants comme des billes de verre. Tremblant de tous mes membres, j'extirpai la chose. Son corps raide et dur était recouvert d'une épaisse fourrure marron. C'était un raton laveur, un jouet. Une odeur aigre et sucrée me remplit les narines. J'en eus la nausée et jetai l'animal par-dessus bord. « Alex, ça va ?» répéta John. « J'ai trouvé une peluche, fis-je en me pinçant le nez. Elle était... » C'est à ce moment-là que je vis l'appareil photo. Il était caché sous cette peluche.
Le réverbère éclairait la lentille de l'objectif. Réfléchissant la lumière, elle ressemblait à l'œil étincelant d'un cyclope. Je pris le boîtier à 2 mains et le dégageai. Puis je me mis debout. M'appuyant sur le rebord de la benne, je criai. « John, ça y est, je l'ai. Je n'arrive pas à y croire. » Le garçon rit si fort que son visage se creusa de rire. « Bravo, lança-t-il. » Je passai la courroie de l'appareil autour de mon cou et sautai à terre. Mon pantalon était effroyablement sale, mais ça m'était égal. J'avais réussi. « Je ne comprends pas ce qu'il y a de si formidable, » fit John en le touchant. « Est-ce qu'il fonctionne au moins ?» J'eus soudain envie de lui raconter mon histoire, mais je me retins. Elle était si invraisemblable qu'il ne m'aurait pas cru, ou alors il serait mort de peur. Et puis je n'avais pas le temps de discuter. Je voulais rentrer à la maison le plus vite possible. « Oui, il fonctionne, répliquai-je, en essayant de nettoyer ma trouvaille. Il prend même de très beaux clichés. »« Mais pourquoi tu y tiens tellement ?»« Oh, j'ai promis de le montrer à des copains à l'école. On a fait une sorte de pari. » John se gratta la tête. « Il faudrait que mon père le voie d'abord, dit-il en s'avançant vers moi. Il ne voudrait peut-être pas que tu le prennes. »« Mais vous l'aviez jeté ?» Craignant que John ne l'attrape, je serrai le boîtier dans mes mains. « Sans doute, mais on ne savait pas qu'il fonctionnait, » répliqua-t-il de sa voix aiguë. « Il a peut-être de la valeur. C'est une sorte d'antiquité. »« Non, il n'a aucune valeur, John. Laisse-le moi. »« Je pense qu'il vaut mieux que papa l'examine, » insista-t-il. Il voulut s'en emparer, mais je reculai et un déclic retentit. Le flash nous illumina. Oh non! J'avais appuyé sur le bouton sans le vouloir. Je venais de photographier John. John et moi clignâmes des yeux, éblouis par le flash. « Pourquoi tu as fait ça ?» me demanda-t-il. « C'est par erreur, bégayai-je en retirant le carré blanc qui sortait de l'appareil. Je ne voulais pas. »« C'est un Polaroid ?» ?»« Oui, reconnus-je en agitant le papier photo pour qu'il se développe plus vite. Je n'en menais pas large, pourvu que l'image n'annonce pas une horrible catastrophe, pourvu qu'il n'arrive rien à John. Je sortis de ma poche ma torche électrique et éclairai la photo. Avant que je puisse l'en empêcher, John saisit le cliché et commença à l'étudier de près. « Dis-moi, elle est bizarre ta photo. » Je m'approchai et vis clairement ce que montrait le cliché. John hurlait, la bouche tordue par la douleur. Il tenait son pied à 2 mains. Sa chaussure était traversée par un clou de charpentier presque aussi gros qu'un crayon. « C'est quoi cette blague ?» demanda-t-il en riant. « C'est une boîte à farce ?» J'eus du mal à avaler ma salive. Je savais que ce n'était pas une farce. Cet événement allait bientôt devenir réalité. Que pouvais-je faire pour l'empêcher? Il n'y avait qu'une solution, tout avouer à John. « C'est fantastique, ça me ressemble vraiment, » s'émerveilla ce dernier. « Ce n'est pas fantastique, John, c'est effrayant. Cet appareil est ensorcelé, il a le mauvais œil. Il prédit l'avenir, un avenir terrifiant. »« Tu parles. » J'aurais dû m'en douter, il ne me croyait pas. « Je ne plaisante pas, lançai-je d'un ton autoritaire. Cette photo n'est pas une blague. Fais attention. » Il y rit de plus belle. Une rafale de vent fit plier les arbres. Des nuages noirs s'enroulèrent autour de la lune comme des serpents. Brusquement, nous fûmes plongés dans l'obscurité. Heureusement, ma lampe fonctionnait toujours. « John, j'ai besoin de cet appareil, annonçai-je. Je te l'emprunte. Juste un jour. »« Je ne sais pas, hésita-t-il. J'ai bien envie de l'emporter chez moi. »« Je te le rapporterai demain après-midi. Il faut que je le montre à l'école. » Il réfléchit un peu, puis secoua la tête. « Non, je dois d'abord en parler à mon père, » conclut-il en indiquant une direction. « Il est là-bas, derrière les planches empilées. Il discute avec l'architecte. » Mais, trop tard, rapide comme l'éclair, il partit en courant vers le haut de la colline. Je me lançai à sa poursuite, mais stoppai net. Un horrible cri de douleur venait de me glacer le sang. Mon cœur s'arrêta de battre. Je trébuchai dans les herbes hautes et lâchai ma lampe. John tenait son pied à 2 mains, le visage déformé par la douleur. La lune émergea des nuages et je pus apercevoir l'énorme clou qui transperçait la chaussure du garçon. « Attends, lui dis-je, je vais prévenir ton père. » Je n'eus pas besoin d'aller le chercher. Alertés par les hurlements de John, 2 hommes, l'un grand et mince, l'autre petit et rondouillard, surgirent de derrière les décombres. « John, que se passe-t-il » appela le petit. Rejetant sa tête en arrière, son fils poussa de nouveau un cri de douleur. « Il s'est enfoncé un clou dans le pied » criai-je en montrant du doigt la pointe. « Mon Dieu !» gémit son père.
Il passa en trombe devant moi en se précipitant vers son fils. « Vite, allons dans ma voiture, ordonna l'architecte. J'ai une serviette. Nous envelopperons son pied dedans. Il perd beaucoup de sang. » Peut-être qu'il faudrait retirer le clou, proposa le père d'une voix tremblante. Non, ce serait trop dangereux, répliqua l'autre. Ne le retirez pas, supplia John. Ça me fait trop mal. On ne peut même pas lui enlever sa chaussure, remarqua son père. Alors filons à l'hôpital, décida l'architecte. C'est à 5 minutes d'ici. Maman, j'ai mal, pleurait John. Ils le soulevèrent et le portèrent jusqu'à l'auto, garée à côté de la benne à ordures. Après l'avoir déposé doucement sur le siège arrière, ils fermèrent la portière et se glissèrent rapidement devant. 2 secondes après, la voiture disparaissait dans la nuit. Dans leur affolement, c'est à peine si les 2 hommes avaient constaté ma présence. Je restais là, au milieu du chantier, les jambes fouettées par les herbes, la bouche pâteuse. Pauvre John, laissai-je échapper. Je m'aperçus alors que je tenais toujours l'appareil. Je n'eus qu'une envie, le jeter par terre et le piétiner férocement jusqu'à ce qu'il soit réduit en miettes. Il était donc toujours ensorcelé. Il venait de faire une nouvelle victime. Et tout ça, c'est de ma faute, pensai-je tristement. C'était un accident, je ne voulais pas presser le bouton, mais je l'ai fait quand même. Soudain, un objet brillant attira mon attention. Je me penchai pour le ramasser et réalisai que c'était le cliché. Je revis John, souffrant le martyre. Furieux, j'enfouis le papier dans la poche de ma chemise. Demain, j'irai le montrer à M. Harang. J'apporterai l'appareil et la photo de John et je lui expliquerai ce qui s'est passé ce soir. Comme ça, je n'aurais même pas à prendre une photo dans l'école. Ma preuve, je la tenais, et dans ces conditions, je ne courais aucun danger. C'est ce que je croyais. Le lendemain matin, j'avalai mon petit déjeuner d'une traite. Je pris mon sac, passai la courroie de l'appareil autour de mon cou et fonçai dehors. J'étais parti de chez moi un quart d'heure avant l'heure habituelle. Je ne voulais pas rencontrer Sarah, Michael et Arthur. Il faisait bon. L'air était chargé de parfums doux et frais. Les premières fleurs du printemps sortaient des plates-bandes longeant les maisons. Je courus sur la grande route et empruntai la contre-allée. Le polaroid rebondissait sur ma poitrine. Je m'arrêtai un instant pour le caler quand j'entendis une voix qui m'appelait. « Alex, attends-moi » C'était Sarah. J'essayais tant bien que mal de dissimuler le boîtier dans mon dos. Trop tard, elle l'avait repéré. « Je n'arrive pas à y croire, dit-elle en me rejoignant. Tu es allé rechercher ce truc dans la maison Kaufmann ? Ce n'est pas tout à fait ça, mais comment se fait-il que tu sois dehors si tôt ? Je t'ai guetté par la fenêtre, avoua-t-elle. Je voulais voir si tu étais vraiment assez fou pour le rapporter. Alors tu m'espionnes maintenant ? Et pourquoi, s'il te plaît ? Parce que je ne veux pas te laisser apporter ce maudit objet au collège. Elle se plaça devant moi pour me bloquer le passage. Tu te prends pour un justicier ? Lançai-je, moqueur. Elle croisa les bras sur sa veste écossaise. Je parle sérieusement, Alex. Je ne te laisserai pas faire. Je tentai de passer par la gauche pour m'échapper, mais elle ne bougea pas, me forçant même à faire un pas en arrière. Je te répète que je suis sérieuse, dit-elle, menaçante. Remporte-le chez toi. Sarah, tu es folle. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Son expression changea soudain. Elle décroisa ses bras et passa ses mains dans ses cheveux noirs. Alex, on dirait que tu ne te souviens pas à quel point cette chose est dangereuse. Rappelle-toi tout ce qui est arrivé. C'était affreux. Je replaçai l'appareil sur ma poitrine. Tu ne peux pas avoir oublié qu'il m'a fait disparaître, continua Sarah. J'ai été perdue, évaporée. Tu veux que ça arrive à quelqu'un d'autre ? Je n'avais pas besoin de remonter si loin dans le temps. Il suffisait que je revoie la scène de la nuit précédente pour frissonner de terreur. Il avait fait une victime de plus. Je n'ai pas l'intention de m'en servir, bredouillai-je. Je veux juste le montrer à Harang pour qu'il change ma note. Parce que tu crois vraiment que ça va le convaincre ? Non, j'ai aussi une photo. Sortant de ma poche le cliché de John, je le montrai à Sarah. Oh non, gémit-elle, c'est complètement dingue. Je sais, soupirai-je en rangeant la photo. Le pauvre, je l'ai photographié sans le faire exprès. Il allait bien et, 1 minute plus tard, il se transperçait le pied. Tu vois que j'ai raison, déclara Sarah. Une voiture passa près de nous. Elle était pleine d'écoliers. Un petit chien marron aboya en passant la tête par la vitre arrière. Je jetai un coup d'œil à ma montre.
Dépêchons-nous, lui dis-je en m'élançant. Si on continue à discuter, on va être en retard. Sarah se précipita devant moi pour me barrer une nouvelle fois la route. Pas question, Alex. Je répète, je ne te laisserai pas faire. Laisse-moi, Sarah. Ça ne va pas, non? C'est trop dangereux. Tu le sais bien. On va au-devant de graves ennuis. Allez, laisse-moi passer, Sarah. Donne-moi cet appareil. Pas question. Elle l'agrippa et me l'arracha de l'épaule. Mais, plus rapide encore, je le lui repris violemment. À ce moment-là, un flash illumina le visage de Sarah. La machine s'était déclenchée toute seule. Sarah ferma les yeux. Repoussant l'appareil des deux mains, elle laissa échapper un cri. « Oh, je ne voulais pas !» bredouillai-je en reculant. Le boîtier était tout chaud maintenant. Je voulus prendre le carré qui sortait de la fente, mais... « Donne-moi ça !» dit Sarah en s'en emparant. « Alex, qu'est-ce que tu as fait ?»« Tu sais bien que c'était involontaire !» m'exclamai-je. Sarah fixait le papier qui commençait à se développer. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» répéta-t-elle en gémissant. « Je t'avais supplié de le laisser chez toi. »« Je suis désolée, Sarah, désolée. Tu sais, si ça se trouve, ça ne sera pas horrible cette fois. » Peut-être. Elle avait le souffle court, le regard paniqué. « Je vais encore disparaître. Cette fois, on ne me retrouvera plus jamais. »« Ne dis pas ça, s'il te plaît, ne dis pas ça. » Nous étions hypnotisés par le papier qui se colorait très lentement. Le blanc se transforma en jaune, et la figure de Sarah apparut. Hurlait-elle de douleur comme ce pauvre John? C'était encore difficile à dire. Le bleu passa sur le jaune, et le visage de Sarah prit une teinte verdâtre. « Tu as l'air normal, constatai-je. Tu vois, tout va bien. »« Attends un peu avant de crier victoire, » dit-elle en se mordant la lèvre. Elle ne sciait pas, concentrée sur l'image qui apparaissait petit à petit. Puis l'image se mit à foncer et virer presque au noir. Maintenant on distinguait les traits de Sarah. Mon amie n'avait pas l'air heureuse, mais au moins elle ne hurlait pas. La photo s'assombrissait toujours. « Incroyable !» s'écria Sarah. « Ce n'est pas une photo, c'est un négatif. »« Pardon ?» fis-je, n'y comprenant rien. Elle avait raison, c'était un négatif. Tout était inversé. « Tu sais, Sarah, l'appareil doit être cassé, » conclus-je en poussant un soupir de soulagement. « Tu n'as rien à craindre, il ne fonctionne plus. »« C'est possible, » dit-elle en me tendant le cliché que je mis dans ma poche. Quand je relevai la tête, je vis un étrange sourire se dessiner sur ses lèvres. C'était un sourire diabolique. « Sarah, qu'est-ce que tu as ?» J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû deviner ses intentions et filer en vitesse. Elle prit le Polaroid à deux mains, le retourna, me visa et déclencha le flash. « Non !» Je fis un bond de côté, mais trop tard. Le mal était fait. « Sarah, pourquoi tu as fait ça ? Ce n'est pas drôle, protestai-je. Mais enfin, tu sais que ce n'est pas grave puisqu'il est cassé, ironisa-t-elle. Je retirai la photo de la fente. J'eus soudain la gorge toute sèche. Est-il vraiment hors d'usage, pensai-je. Est-ce que j'aurai aussi droit à un négatif? Ou bien... Le temps du développement, mon imagination alla bon train. Je voyais mon corps étiré comme un ruban de caoutchouc, où je me représentais essayant d'arracher une flèche qui m'avait traversé la poitrine, ou bien écrasé sous un rouleau compresseur. « Sarah, comment tu as pu faire ça ?» me lamentai-je. Ses yeux noirs lancèrent des éclairs. « Tu as vraiment peur? Admets-le. Maintenant, tu comprendras pourquoi je ne voulais pas que tu amènes cet objet diabolique au collège. » Je tenais le petit carré de papier d'une main tremblante. Les couleurs se précisèrent et l'image se fit plus nette. « Ce n'est pas un négatif, » constatai-je en gémissant. Sarah regardait par-dessus mon épaule. « Oh non !» Nous avions crié ensemble. Mon ami éclata de rire. « C'est impossible !» Je me mis à pleurer. « C'est affreux !» m'écriai-je. Je reconnus bien mon visage, mais pas mon corps. D'abord, je crus que ma tête reposait sur un gigantesque ballon. Seulement, après un examen attentif, je me rendis compte que ce ballon, c'était moi. Sur l'image, je ne devais pas peser moins de 100 kilos. Je restais bouche bée devant cette incroyable reproduction de moi-même, examinant les détails de mon visage tout rond, aux joues démesurément gonflées. Le reste était encore plus impressionnant. J'avais environ 4 doubles mentons dans lesquels disparaissait le col de mon t-shirt. Collé contre ma poitrine, ce dernier arrivait au-dessus de mon estomac. Je ressemblais à une montagne de pudding.
Le rire de Sarah fusa. Sarah, arrête, tu veux, râlai-je. C'est tout sauf amusant. Tu n'as aucun humour, répliqua-t-elle. C'est vraiment trop drôle, tu es plus gros que les 2 sumo réunis. Je considérais mes joues rebondies. Ma figure était énorme et boursouflée. Enfoncés dans les orbites, mes yeux ressemblaient à des petits boutons de bottines. Quant à mon ventre, il pendait, atteignant presque mes volumineux genoux. « Tu es sûr que tu vas apporter cet appareil au collège ?» fit Sarah. « Tu n'as pas changé d'avis ?»« Non, il faut que je le montre à monsieur Harang, avec la photo de John. »« N'oublie pas la tienne pendant que tu y es, » se moqua-t-elle. « Ça jamais, dis-je en l'enfouissant dans la poche de mon jean. Personne ne la verra. » Sarah regarda sa montre. « Dépêchons-nous, on est déjà en retard. » Et elle se mit à courir le long de la contre-allée. Pendant tout le trajet, je ne pus m'arrêter de penser à ma face de lune et à ma silhouette d'éléphant. « Bof, ne t'en fais pas, me rassurai-je. L'appareil est sûrement cassé, il ne va rien t'arriver. » Mais j'avais beau essayer de m'en convaincre, je me faisais quand même du souci. La cloche sonnait lorsque nous arrivâmes au collège. Les couloirs étaient presque déserts. Je filai cacher l'appareil dans mon casier sous une pile de livres. Après avoir fermé avec mon cadenas, j'aperçus Arthur et Michael qui allaient en cours. Pendant un instant, je voulus tout leur révéler. L'expédition à la maison de Kaufmann, John et le clou. Finalement, j'ai décidé qu'il valait mieux me taire. Comme Sarah, ils avaient désapprouvé mon projet. Et ils avaient eu raison, bien sûr. Je me faufilai à ma place à la dernière sonnerie. Je m'accroupis presque sur mon siège pour ne pas me faire voir. Je devais patienter toute la matinée avant de retrouver M. Harang. C'était bien la première fois que j'attendais son cours, avec impatience. J'entendis à peine la leçon de Madame Wakeman, le professeur de géographie. Elle parla des gisements de bauxite en Amérique du Sud. Je compris vaguement qu'il s'agissait d'une roche servant à fabriquer de l'aluminium. Sa voix me fit l'effet d'un ronron à peine audible. J'étais concentré sur ce que je devais dire à M. Harang. Je m'entraînai à répéter. « Monsieur Harang, hier, vous avez fait une terrible erreur, mais je ne vous en veux pas. Je sais que vous êtes honnête et que vous allez changer ma note quand je vous aurai montré l'objet dont je vous ai parlé. » Non, c'est un peu trop autoritaire, me dis-je. Ce n'est pas mon genre, et je serais incapable de lui parler comme ça. Alors j'essayai une autre présentation. Voilà l'appareil ensorcelé dont je vous ai parlé, et voilà aussi la photo d'un garçon que j'ai rencontré. 1 minute après l'avoir prise, je l'ai vu se transpercer le pied avec un clou de charpentier. Vous m'aviez demandé de vous apporter une preuve. Eh bien, la voilà. C'était mieux, et j'évoquais bien le problème. Oui, mais allait-il me croire? Fixée au-dessus du tableau noir, la pendule avançait avec une lenteur désespérante. Quand la cloche retentit enfin, je courus comme un fou jusqu'au vestiaire et plongeai littéralement dans mon casier. Arthur m'appela du fond du hall, mais je fis semblant de ne pas l'entendre. Je sortis l'appareil de sa cachette et le calai soigneusement sous mon bras pour que personne ne le voie. Je refermai le cadenas. À 2 pas de là, les sumo Brian et Danny s'amusaient à rebondir l'un sur l'autre avec leur ventre, comme des ballons. C'était un de leurs amusements favoris. Craignant qu'ils ne voient ce que je dissimulais, je fis demi-tour et filai discrètement. Arrivé à la porte de ma classe, j'écartai vigoureusement un groupe d'élèves qui me barraient l'entrée. « Laissez-moi passer !» ordonnai-je. En fait, je voulais parler à M. Harang avant le début du cours. Dès que je pénétrai dans la pièce, je fus assailli par la lumière crue du soleil qui filtrait à travers les fenêtres. Ébloui, je me précipitai vers le bureau. À mi-chemin, j'y vis plus clair et m'arrêtai. Mon cœur aussi. Je poussai un cri de désespoir. « Puis-je t'aider » me demanda la jeune femme qui était assise à la place de Harang sourd. J'étais debout devant elle, la bouche grande ouverte, sans pouvoir répondre. Je serrai l'appareil photo dans mes mains comme si j'avais peur qu'il ne tombe. « Mais où est M. Harang ?» finis-je par articuler. « Il n'est pas très bien aujourd'hui, » répondit-elle. « Je suis mademoiselle Rose. Il m'a demandé de le remplacer. »« Il ne viendra pas ?» bégayai-je d'une voix aiguë. « C'est ça. Je peux t'aider ?» répéta-t-elle. « Non, dis-je tristement, l'œil fixé sur la machine maléfique. « Non, merci beaucoup. » Jamais il n'y avait eu autant de bruit quand M. Harang faisait la classe. Aujourd'hui, les élèves riaient à gorge déployée et criaient. Quelqu'un me lança une boulette de papier qui rebondit sur mon épaule et retomba sur le bureau de Mademoiselle Rose. Un grand éclat de rire retentit dans le fond de la pièce.
Seulement, j'étais trop accablé pour participer à ces bêtises. J'étais tellement déçu. Ayant rejoint ma place, je m'adressai à mademoiselle Rose. « Est-ce que je peux porter cet objet dans mon casier? Ça ne me prendra qu'une minute. » La cloche sonna. Mademoiselle Rose ramena le calme, non sans difficulté. Puis, elle se tourna vers moi. « D'accord, vas-y, mais reviens vite, je vais vous parler de l'imparfait du subjonctif. C'est très important, tu ne peux pas manquer ça. » Je la remerciai et filai dans le long couloir vide. Tout le monde était en classe. Mes pas résonnaient, j'avais la tête en feu. Je pensais à Arangsour, au Polaroid que je devrais cacher jusqu'à son retour. Oui, mais j'avais promis à John de le lui rendre aujourd'hui. Tant pis, je n'avais pas le choix. Il fallait que je le garde. Alors que je tournais au coin des vestiaires, je tombais sur Brian et Danny. « Salut » dirent-ils ensemble. « Vous êtes en retard, les gars » fis-je remarquer en tentant de me frayer un chemin. Mais leur masse imposante me bloquait le passage. « Arangsour n'est pas là, il est souffrant, dit Brian. Alors on ne va pas se presser pour un remplaçant, non ?» Je vis un espace entre eux deux et voulus m'y faufiler. Mais plus rapides que moi, ils me plaquèrent contre leur gros ventre. « Alex, on a eu une idée, se vanta Brian. On va changer de place. Je dirai que je suis Danny et lui dira qu'il est moi. » C'est très drôle, ironisai-je. Très original. Bon, je peux partir maintenant? Pas question, décréta Danny, en gonflant sa poitrine et en se penchant sur moi, l'air menaçant. Tu dois payer un payage, renchérit Brian en tendant sa large main. Et c'est quoi le payage? Demandai-je en soupirant. Ce que tu transportes. Ils se donnèrent de grandes claques dans les mains. Ils se trouvaient très spirituels. Impossible, répliquai-je en avançant. Il faut que j'aille le mettre dans mon casier. Mais Brian l'attrapa et le leva au-dessus de sa tête. J'eus beau sauter pour essayer de le reprendre, rien n'y fit. « Danny, c'est génial, dit-il. Alex a apporté son appareil qui jette des sorts. »« Oh, je suis mort de peur, s'écria Danny, en faisant semblant de frissonner. « Rappelle-toi l'histoire d'Alex. »« Attention, l'avertit Brian en m'empêchant d'atteindre le boîtier. Peut-être que son histoire est vraie. Tu veux dire celle qui lui a valu un 0 ?» Et ils se mirent à rigoler. « Faisons un essai, proposa Brian. « Souris, Alex. » Il approcha son œil du viseur et pointa l'objectif sur moi. « Non, non, je t'en supplie, hurlai-je en essayant d'en empêcher. Mais Danny empoigna mes bras et les plaqua derrière mon dos. « Vas-y, Brian, dit-il méchamment. Jetons-lui un sort. Prends vite la photo. »« Non, ne faites pas ça, je vous en supplie, répétai-je. Danny me maîtrisait toujours. « Arrêtez, les gars, cet appareil est vraiment ensorcelé. » Évidemment, Brian ne m'écouta pas. Il appliqua le viseur sur son œil. « Brian, non !» hurlai-je. Je pleurais presque. Je vis son index s'approcher du bouton. C'est à ce moment-là qu'une voix forte se fit entendre. « Que se passe-t-il ici? À quoi jouez-vous » Brian fut si surpris qu'il poussa un cri et laissa presque tomber l'appareil. Danny me libéra et recula contre le mur. « Monsieur Grund » m'exclamai-je. Monsieur Grund est notre proviseur. Il paraît plutôt jeune. Il est toujours bronzé et il a des cheveux blonds ondulés. En fait, il ressemble plus à un surfeur qu'à un principal de collège. D'ailleurs, toutes les filles ont le béguin pour lui. Pour une fois, j'étais vraiment content qu'il soit là. « Ne devriez-vous pas être en cours maintenant ?» dit-il en jetant un œil à la pendule. « Nous allions en cours de français avec M. Harang, mentit Danny, en devenant rouge brique. « On aidait juste Alex avec son Polaroid, prétendit Brian, en me le rendant. « Il m'a l'air ancien, nota M. Grund. Il doit avoir de la valeur. Tu devrais y faire attention, Alex. »« Oui, répondis-je, c'est pour ça que j'allais le ranger dans mon casier. »« Filez vite en classe, ordonna le proviseur. Et ne chahutez pas le remplaçant, d'accord ? » « Pas de problème, répondirent les sumos d'une seule voix. Je me glissai entre les deux et filai jusqu'au vestiaire. À la sortie du collège, je rencontrai Sarah et nous fîmes le chemin ensemble. Pendant le déjeuner, je lui avais raconté que M. Harang n'était pas venu faire sa classe. « Quoi de neuf ?» demandai-je. « J'ai eu 18 en maths. Ce n'est pas vraiment une surprise, tu as toujours la même note. Et alors, j'ai bien le droit de crâner un peu, non ? Je n'étais pas dans mon assiette. J'étais fatigué, avec une bizarre sensation de faiblesse. Je m'arrêtai à 100 mètres de la maison pour retirer mon sac à dos. « Qu'est-ce que tu as ?» s'étonna Sarah. « Je pense que quelqu'un a voulu me jouer un tour, » dis-je en détendant les courroies. « J'avais bien réglé mes bretelles et maintenant elles me serrent de tous les côtés. » « Qui aurait pu te faire cette blague ?»
Elle souffla dans son chewing-gum et fit une énorme bulle qui éclata. « Tu as vu ça, dit-elle, c'est la plus grosse que j'ai jamais faite. J'aimerais bien la voir en photo. »« Ne prononce plus jamais ce mot devant moi, Sarah, m'écriai-je. Et même le mot appareil. »« À propos, où est-il passé ?» me demanda-t-elle. « Je l'ai caché dans mon casier. » J'avais à peine fini ma phrase que Michael et Arthur arrivèrent en courant dans la contre-allée. « J'espère que tu ne leur as rien dit, murmurai-je à Sarah. « Non, ils seraient trop inquiets après ce qui s'est passé l'automne dernier. Ils ne veulent plus en entendre parler. Et moi non plus, ajouta-t-elle en me regardant droit dans les yeux. « Alors quoi de neuf ?» lança Arthur en me tapant le dos si fort que je faillis tomber. « Pas grand-chose, dis-je en bougonnant. « Si on fait une balade à vélo, proposa Michael. Il ne fait pas trop mauvais. »« Bonne idée, approuvai-je. J'aurais fait n'importe quoi pour chasser Aransour de mon esprit. »« Super, se réjouit Sarah. On se retrouve chez Alex. Il faut d'abord que je demande la permission à ma mère. » Michael et Arthur acquiescèrent et partirent. Sarah et moi traversâmes la route. Papa et maman n'étaient pas rentrés de leur travail et William était encore à l'université. Je jetai mon sac dans l'entrée. Dans la cuisine, j'attrapais une canette de jus de fruits dans le réfrigérateur et aspirais 2 longues gorgées avec une paille. Je me sentais toujours patraque, comme si j'avais une baisse d'énergie. Mais j'étais certain qu'une promenade en bicyclette me redonnerait du tonus. Constatant que mon jean me serrait un peu trop, je montai en vitesse dans ma chambre pour enfiler mon survêtement, celui dont mes parents se moquent toujours. Ils prétendent qu'il est trop grand et qu'on pourrait y mettre 2 Alex. Puis je fonçai dans la rue pour retrouver les autres qui m'attendaient déjà, assis sur leur vélo. « Allons-y, dit Arthur, le ciel commence à se couvrir. » J'allais chercher mon VTT au garage. Je fis mon coup de voltige habituel en levant le plus haut possible ma roue avant, comme les motards. L'engin s'élança dans les airs, et je me rassis lourdement sur ma selle, les 2 jambes en avant. Catastrophe. Les 2 pneus éclatèrent en même temps. L'air siffla, tandis qu'il s'affaissait sur le sol. « Qu'est-ce que ça veut dire, ça » m'écriai-je. Sarah, Michael et Arthur éclatèrent de rire. « Tu as de beaux pneus » se moqua Michael. « À mon avis, tu devrais faire un régime » me conseilla Arthur. « Comment ça, un régime ?» J'eus beau me dire qu'il blaguait, ces paroles me donnèrent le frisson. Je ne pus m'empêcher de penser à la photo maudite. Je me revis gonflé comme une montgolfière. Je descendis de mon vélo, rouge comme une tomate. J'ai dû retomber trop lourdement, c'est tout, murmurai-je. À mon avis, il te faudrait un tricycle, plaisanta Michael. J'inspectais les pneus en passant la main dessus. Ils avaient chacun un gros trou. Bien que neufs, ils avaient explosé. Voilà qu'était étrange. Contrarié et préoccupé, je ramenai mon VTT au garage. Je n'avais plus qu'à emprunter celui de William. C'est un vieux modèle, mais je l'aime bien. Il a 12 vitesses, alors que le mien n'en a que 10. Mon frère ne s'en sert presque plus maintenant qu'il a son permis de conduire. Pourtant, il n'apprécie pas beaucoup que je l'utilise. Tu ferais mieux de marcher à côté en le poussant, suggéra Arthur en donnant une grande claque dans la main de Michael. Oh, ça suffit, vous deux, m'écriai-je. Vous êtes aussi drôle qu'un pneu crevé. Plutôt 2, précisa Michael. C'est d'un char d'assaut que tu aurais besoin, renchérit Arthur. Toi, c'est un bon coup de poing sur le nez qu'il te faudrait, le menaçai-je. On va faire un tour, oui ou non, s'énerva Sarah en regardant le ciel qui virait au gris. Si on ne se presse pas, on va être trempé. Je m'installai sous la selle de William, et en avant toute sur la grande route. Nous tournâmes en rond dans Saint-Esther, sans but précis. Quand nous arrivâmes à la hauteur du parc, nous fîmes la course. Arthur termina premier. Il possède le meilleur vélo, et comme il a les jambes les plus longues, c'est toujours lui qui gagne. Au bout d'1 heure, une pluie fine se mit à tomber, nous forçant à rentrer à la maison. J'étais content car je n'en pouvais plus. J'avais les jambes lourdes et mes muscles me faisaient souffrir. Tandis que nous roulions, je me rendis compte soudain que Sarah n'arrêtait pas de me regarder. J'avais le front couvert de sueur, et malgré ça j'avais froid. C'était vraiment bizarre. Quand je me réveillai le lendemain matin, je n'avais qu'un seul nom en tête, Monsieur Harang. C'est aujourd'hui que je dois lui montrer ce maudit appareil, me dis-je en m'étirant, et il doit changer ma note. Alors que je me levais en bâillant, je vis que mon oreiller était tombé sur le plancher. Lorsque je me baissai pour le ramasser, je sentis que ma veste de pyjama me serrait. Brusquement, les boutons sautèrent tous à la fois et s'éparpillèrent sur le sol.
Que se passe-t-il me demandai-je, ahuri. À ce moment-là, j'entendis un grand bruit de tissu. Il ne m'a fallu pas bien longtemps pour comprendre que mon pantalon venait de se déchirer de haut en bas. « Oh non !» laissai-je échapper. « Que m'arrivait-il » Je tremblais comme une feuille. Il fallait que je sache. Je pris une grande inspiration et, le cœur battant, me dirigeai vers le miroir. La photo avait-elle montré la vérité? Pesais-je vraiment 100 kilos? Je m'appuyai contre le miroir pour m'examiner de près. Ouf! En fait, je ne pesais pas 100 kilos, je n'avais pas tellement changé. J'étais juste enflé. J'avais les joues rondes et les épaules un peu plus larges, c'est tout. Je reculai pour me voir en entier lorsque maman rentra dans ma chambre. « Alex, à quoi tu joues? Tu vas être en retard. »« Maman, j'ai grossi depuis hier soir. Tu vois mon pyjama, il s'est déchiré tout seul. »« Non, tu n'as pas grossi, affirma-t-elle en me regardant à peine. Il est simplement trop petit pour toi. »« Tu crois ?» Elle avait sans doute raison. Tout ça devait être le fruit de mon imagination. Je n'étais peut-être pas plus gros qu'hier. Pourtant, j'eus comme un pressentiment. « À quoi je ressemble, maman ?» insistai-je en me retournant vers elle. « Tu as l'air parfaitement normal, mais tu ne me trouves pas plus enveloppé que d'habitude ?» Elle soupira et me regarda plus attentivement. « Tout compte fait, dit-elle, la voix hésitante. Je vais mettre du lait écrémé sur tes céréales ce matin. »« Dis donc, Alex, tu n'aurais pas grossi ?» C'est par ces mots que M. Hareng m'accueillit quand je me précipitai à son bureau avant le début du cours de français. Faisant comme s'il ne m'avait rien dit, je mis le Polaroid devant lui. « Monsieur Hareng, je veux vous montrer quelque chose. » Il baissa les yeux et fit la grimace. « Tu veux me prendre en photo? C'est inutile, on a déjà fait mon portrait pour l'annuaire du collège. »« Non, non, c'est l'appareil dont je vous ai parlé, vous savez. » Il leva sa baguette pour me faire taire. « Pas maintenant, Alex, ronchonna-t-il. »« Mais monsieur... » Rien à faire. Il me laissa planter là et se dirigea vers la porte où venait d'apparaître M. Grund. Ils discutèrent jusqu'à ce que la cloche sonne. Ensuite, Arangsour retourna s'asseoir. « Je suis désolé pour mon absence d'hier, déclara-t-il. J'ai cru comprendre que vous avez pris du bon temps en apprenant l'imparfait du subjonctif. » J'étais resté debout à côté de son bureau. Constatant que je ne bougeais pas, il se tournait vers moi. « Va à ta place, Alex, nous avons un programme chargé aujourd'hui. »« Mais monsieur, » répétai-je en lui montrant l'appareil. « Va à ta place. » Écœuré par son attitude, je me rendis dans le fond de la classe en soupirant et en traînant les pieds. Comment vais-je lui prouver que j'ai dit la vérité s'il ne veut même pas que je m'explique, pensai-je. Nous allons écouter les histoires de vos camarades, annonça M. Hareng. Je vous rappelle qu'elles doivent avoir été vécues. Marie, c'est ton tour. Marie, qui était assise au premier rang, se leva et annonça. C'est l'histoire de mon chat, Gaufre. Nous fûmes plusieurs à grogner. Ça promettait d'être ennuyeux. Mais M. Hareng afficha un grand sourire. Incroyable, c'était bien la première fois que ça lui arrivait. J'aime beaucoup les chats, Marie, dit-il en ronronnant presque. J'en ai 6. 6 chats? Quelle horreur! Je trépignais à l'idée de devoir entendre les prouesses de Gaufre. J'étais tellement impatient que mon professeur m'écoute que je levai la main et l'agitai frénétiquement. Monsieur Hareng, Monsieur Hareng. Son sourire s'effaça. Avant que Marie commence, poursuivis-je, je voudrais vous montrer l'appareil, vous savez, celui de mon aventure. Avant-hier, vous m'avez dit que si je l'apportais et que je vous prouvais qu'il était bien ensorcelé, vous corrigeriez ma note. Il se frotta le menton et me lança un regard de travers. Aujourd'hui, c'est le tour de Marie. Je suis sûr que tout le monde veut savoir ce qui est arrivé à Gaufre. Mais monsieur, vous m'aviez promis, m'indignai-je, ma voix ressemblant au bruit d'une crécelle. Des élèves se mirent à ricaner méchamment. « Alex, tu ne me feras pas changer d'avis, décréta Arangsour. « Mais enfin, si je vous prouve qu'il est ensorcelé, insistai-je. » Les ricanements s'amplifièrent. « C'est toi l'ensorcelé, cria Dany. Sa plaisanterie déclencha évidemment un éclat de rire général ainsi que des applaudissements nourris. Ne la trouvant pas à son goût, M. Hareng frappa le bureau avec sa baguette. « Silence !» Il soupira et s'avança vers moi. « D'accord, Alex, ce n'est pas très correct vis-à-vis des autres de t'accorder du temps supplémentaire, mais je te donne 1 minute et pas davantage. 1 minute. Je n'avais pas besoin de plus.
Je passai rapidement la main sur la poche de ma chemise pour vérifier si j'avais la photo montrant John en train de souffrir atrocement. J'étais certain qu'en la découvrant, M. Harang me croirait. « Allez, dépêche-toi, Alex, dit-il. »« J'arrive. » J'essayais de quitter ma chaise. Impossible. Mon ventre était tout ballonné. Il était coincé sous la table, fixé au sol. J'étais trop gros pour me dégager. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Je sentis mon estomac faire des nœuds. Mon ventre avait triplé de volume. 10 minutes plus tôt, je m'étais assis sans problème à ma place. Et maintenant, j'étais immobilisé. J'ai dû grossir de 25 kilos pendant ce temps, pensai-je. M. Harang faisait les gros yeux et tapotait nerveusement le bureau avec sa baguette. « Alex, on t'attend. » Au bout de 4 essais, je parvins enfin à m'extirper de ma chaise. Portant avec précaution mon appareil, je marchai lourdement vers le tableau. « Voilà l'objet, dis-je. Mes copains et moi, nous l'avons trouvé dans la maison déserte, là-haut, comme je vous l'avais déjà raconté. Quelqu'un a dû jeter un sort à cet appareil et... » Il saisit le Polaroid et l'inspecta en le tournant dans tous les sens. Il l'approcha de son visage et plaça son index sur le bouton. « Non, ne faites pas ça !» m'écriai-je. Il le rabaissa. « Comment veux-tu que je sache qu'il est ensorcelé si je ne l'utilise pas? J'ai la preuve de ce que j'avance. J'ai apporté un cliché. » Mes mains ressemblaient à des boudins mous. Elles avaient tellement grossi que je ne pouvais pas fermer le poing. Mes doigts étaient si gonflés que je pus à peine les introduire dans ma poche. Quand enfin j'y parvins, je faillis déchirer la photo de John en essayant de la sortir. Il prit le cliché et l'examina attentivement. « Ce garçon s'appelle John, expliquai-je. Je l'ai rencontré il y a 2 jours. Quand je l'ai photographié, il allait parfaitement bien. Mais sur le développement, on voit qu'une pointe lui traverse le pied. 2 minutes plus tard, il marchait sur un grand clou et son père devait l'amener d'urgence à l'hôpital. » Monsieur Harang éclata de rire. « Ça alors, c'était la première fois. »« Ça n'a rien de drôle, protestai-je. Le pauvre a souffert horriblement. »« Tu sais, j'ai déjà vu beaucoup de ces montages, » décréta M. Harang sans quitter l'image des yeux. « Que voulez-vous dire? Autrefois, j'avais une flèche du même genre, dit-il en me rendant le cliché. Quand je la fixais sur mon crâne, on pouvait croire qu'elle le traversait. Ça doit être la même chose pour ton clou. C'est comme ça que tu as fait pour truquer cette photo? Non, regardez comme il a mal. Ça se voit sur son visage, non? Ça veut simplement dire que ton copain joue bien la comédie. Mais non, m'indignai-je, ce n'est pas un copain, je ne l'avais jamais vu avant ce soir-là. Monsieur, vous devez me croire, je ne mens pas. Ta minute est écoulée, conclut-il, en consultant la pendule. Mais vous m'aviez promis. Alex, va t'asseoir maintenant, tu ne m'auras pas avec cette astuce grossière. Tu as perdu, Alex, lança Danny. C'est toi le sorcier et non ton appareil, enchaîna Brian. Tout le monde se mit à rire. Rouge de confusion, je bouillais d'indignation, prêt à exploser. J'étais à la fois furieux et vexé. « Je te donne un 20 pour ton entêtement, mais je maintiens le 0 pour ton travail, » dit cruellement M. Harang. Il y eut un nouvel éclat de rire général. Je n'en pouvais vraiment plus. Je poussai un cri de rage et courus vers la sortie. Ou plutôt j'essayais de courir, trop lourd pour me déplacer rapidement. J'avançais comme un hippopotame. « Alex, où vas-tu » demanda Harang sourd. Je fis semblant de ne pas entendre et me traînai péniblement, l'appareil coincé sous mon bras enflé. J'ouvris la porte, sortis et me retrouvai dans le long couloir silencieux. M. Harang continua de m'appeler depuis son bureau pendant que les élèves riaient aux éclats. Je claquai la porte et m'en allai. Désemparé, j'aurais voulu hurler et cogner dans les murs. Alors que je marchais, sans savoir quoi faire, je vis Sarah qui venait à ma rencontre. « Alex, que t'arrive-t-il » s'étonna-t-elle. Elle portait une jupe noire courte et des bottes bleues. S'élançant pour me rejoindre, elle poussa un cri. Sa jupe venait de tomber par terre. « Non mais c'est pas vrai » s'écria Sarah. Nous avions les yeux fixés sur le vêtement qui avait glissé de ses hanches. Mon amie en lâcha ses livres. En temps normal, j'aurais éclaté de rire, mais elle avait l'air si préoccupée que je restais muet. « J'ai maigri » bégaya-t-elle en ramenant sa jupe autour de sa taille. « Je me suis pesée ce matin et j'ai perdu 4 kilos. » Je secouai la tête, incrédule. Pourquoi perdrait-elle du poids? « Tu sais, 4 kilos, ce n'est pas beaucoup, » dis-je pour la réconforter. Je savais que c'était un peu bête, mais je ne trouvais rien d'autre à dire. « Hier, je pesais 40 kilos, » répondit-elle brutalement. « Maintenant, j'en suis à 36. Je flotte dans tous mes vêtements, c'est horrible. » Elle était tellement obsédée par sa perte de poids
qu'elle n'avait même pas constaté mon état. « Regarde-moi, dis-je en écartant les bras pour qu'elle puisse avoir mon ventre. J'ai grossi de 10 kilos en une matinée. Il y a 5 minutes, je ne pouvais même pas me lever de ma chaise. »« Tu es vraiment laid d'ailleurs, dit-elle ironique. Mais qu'est-ce qu'on va devenir » gémit-elle. J'allais lui répondre quand on entendit des pas qui s'approchaient dans le couloir. « Filons, dit Sarah. » Je me baissai pour ramasser ses livres, et mon jean se déchira. À la fin des cours, Arthur, Michael et d'autres garçons voulurent faire une partie de football. Je n'avais aucune envie de jouer, ayant grossi de plusieurs kilos depuis le matin. Heureusement, pour l'instant, ça ne se voyait pas trop avec ma chemise large. En passant ma tenue de sport, je fis des vœux pour que mes copains ne remarquent pas mon changement. Ils m'entraînèrent de force sur le terrain et me placèrent, d'autorité, à gauche. Croisant les doigts, j'attendis. Mon t-shirt était tendu à éclater sur mon ventre rebondi. Il était si serré que j'arrivais tout juste à remuer les bras. Je me mis à trottiner, espérant qu'il ne remarquerait rien. Mais je n'en étais pas convaincu, et j'avais raison. C'est Arthur qui ouvrit le feu. « Dis donc, Alex, tu n'aurais pas abusé des bonbons ?» me demanda-t-il depuis ses buts. Toute l'équipe s'esclaffa, la mine réjouie. « Vous voulez bien m'oublier un peu ?» m'exclamai-je. « C'est le 3e sumo, lança Michael en me montrant du doigt. C'est même sumo 3 et sumo 4 à lui tout seul, renchérit Arthur. Ils rigolèrent de plus belle. « Fichez-moi la paix !» explosai-je. Au lieu de me laisser tranquille, ils firent un cercle autour de moi. Tout en hochant la tête d'un air entendu, Arthur murmura « C'est vraiment bizarre. Comment tu fais pour prendre ces kilos si vite ?»« On joue, oui ou non ?» m'écriai-je, refusant d'aborder ce sujet délicat. En fait, j'avais très envie de tout raconter à Michael et à Arthur, de leur dire que Sarah m'avait pris en photo avec l'appareil que j'avais déniché dans la benne à ordures de la maison Kaufmann, que sur cette photo, je pesais au moins 100 kilos, et que la prédiction s'était réalisée. Seulement je n'osais pas le leur avouer, parce qu'ils m'avaient bien recommandé de ne pas y aller. Ils m'avaient supplié même. Si je leur parlais de mon expédition, ils me traiteraient de fou, et ils auraient raison. Je préférais donc me taire, me concentrant sur le jeu. Au début, tout se passa à peu près normalement, jusqu'au moment où la balle arriva sur moi. Je la frappai, et elle passa par-dessus la tête d'un adversaire. Je le dépassai en courant, hors d'haleine. Le ballon roulait toujours. « Vas-y, continue !» m'encouragèrent mes équipiers. Soufflant et peinant, j'avais du mal à soulever mes jambes qui pesaient 1 tonne. « Vas-y, tire au but !» Je fis un dernier effort, shootai et tombai. Je fus incapable de me relever. Je restais là comme une baleine échouée. J'essayais de rouler sur moi-même, de me redresser. Impossible. Je dus appeler mes copains à la rescousse. J'étais tellement embarrassé qu'ils me conseillèrent de rentrer chez moi. Cette partie de football m'avait épuisé et j'eus beaucoup de mal à déplacer mon corps, énorme, jusqu'à la maison. J'étais en nage. Mes habits étaient si tendus que je suffoquais. Mon jean avait craqué. Ma chemise allait éclater. Mes pieds risquaient de déchirer mes baskets. C'est atroce, pensai-je. Il faut que je trouve des habits plus larges. Je me souvins du survêtement que j'avais porté quand on a fait du vélo. Je me traînai jusqu'à ma chambre et le sortis de mon placard. J'essayai de l'enfiler. 1 fois, 2 fois. Frissonnant d'horreur, je m'aperçus qu'il était devenu trop petit. Pendant cette seule journée, j'avais bien pris 15 kilos. Le soir, je pouvais à peine bouger. Maman affirma que c'était une forte réaction allergique. « C'est quoi une réaction allergique ?» lui demandai-je. « Tu as dû manger quelque chose que tu ne supportes pas. Personne ne gonfle comme ça en si peu de temps. » Papa me fixait, faisant semblant de rester calme, mais je voyais bien qu'il était inquiet. « Alex, tu ne mangerais pas trop de gâteaux après le collège ?» lança-t-il. « Voyons, chérie, » intervint ma mère. « Même s'il avalait des tonnes de gâteaux, ça ne le ferait pas grossir si vite. »« Il faut le conduire chez un allergologue, » murmura papa, en se frottant le menton. « Nous irons demain chez le docteur West. Il nous conseillera. » Je décidai d'aller me coucher. J'atteignis la porte avec difficulté. Je devais fournir beaucoup d'efforts simplement pour bouger mes énormes jambes. Mon ventre démesuré me déséquilibrait en me tirant vers l'avant. Je savais pertinemment qu'aucun docteur ne pourrait me sortir d'affaire. Je n'avais aucune allergie. Je connaissais parfaitement l'origine de cette maladie. C'était la photo maudite qui m'avait transformé en montagne. Aucun médecin, aucun régime ne me ferait maigrir. Et l'idée de retourner en classe dans cet état me terrifiait.
je demandai à mes parents de ne pas m'envoyer au collège. Laissez-moi rester à la maison. Tout le monde va se moquer de moi, ça va être terrible. Je ne saurais pas où me mettre. Mais mon père insista pour que j'y aille. On ne sait pas combien de temps prendra ta guérison. Personne ne rira de toi. Tes copains comprendront que tu es malade. J'eus beau pleurer, supplier, me mettre sur mes gros genoux, rien à faire. Ils ne voulurent pas m'écouter. Ne te fais pas de soucis, dit papa tandis que j'avançais péniblement le lendemain matin. Papa m'avait prêté son vieux survêtement et il était déjà trop petit. J'avais affreusement honte. Pendant que je marchais sur le trottoir, les automobilistes ne pouvaient pas s'empêcher de me regarder. J'avais même la désagréable impression qu'ils se moquaient de moi. J'avais bien refusé d'aller en cours à pied, mais lorsque j'avais essayé de rentrer dans notre voiture, il avait fallu que je me rende à l'évidence. Elle n'était plus assez grande. Dès que je franchis le portail du collège, les élèves me dévisagèrent. Seulement, aucun d'eux n'osa plaisanter. Il n'y eut ni blague, ni commentaire. Ils semblaient tout simplement avoir peur. Peur de m'approcher, peur que ce soit contagieux. Je ressemblais maintenant à un ballon rempli de gélatine. La matinée se passa à peu près bien. Je fis mon possible pour me faire tout petit. Évidemment, ce n'était pas facile, mais on me laissa tranquille. Enfin, jusqu'au moment où commença le cours de M. Hareng. Ironique et désagréable, il fit tout pour m'embarrasser devant les autres. « Alex, je ne pense pas que tu puisses t'asseoir sur une chaise, me lança-t-il en agitant sa baguette. Reste donc debout, près de la fenêtre. » Je ne répondis rien. Comme je me dirigeais vers cette fenêtre, je trébuchais. La classe resta silencieuse. Aucun élève ne rit. Ils avaient sans doute compris que mon état était grave. Seul Arangsour insista lourdement pour me mettre encore plus mal à l'aise. « Non, tout compte fait, ne reste pas près de la fenêtre. Tu caches le soleil. » Mes camarades ne réagirent pas. Je crois qu'ils avaient de la peine pour moi. Même Danny et Brian s'abstinrent de sortir une de leurs habituelles plaisanteries. « Alex, continua M. Hareng, va à l'infirmerie, demande à l'infirmière de t'expliquer les principes de base de la nutrition. J'ai peur que tu aies forcé sur les sucres et les graisses. » Cette méchanceté n'amusa personne. Je retournai la masse qui me servait de corps et le dévisageai. Parlait-il sérieusement? Voulait-il vraiment que j'aille à l'infirmerie? Vas-y, insista-t-il en me montrant la porte. N'ayant plus qu'à obéir, je sortis de la pièce en soupirant. Je m'attendais à ce que Danny me fasse son stupide croche-pied en plaçant sa jambe dans l'allée. Mais il regardait droit devant lui, aussi silencieux et immobile que les autres. Je fus soulagé parce que, si j'étais tombé, je n'aurais jamais pu me relever. Furieux contre M. Hareng, je ruminais des pensées amères. Pourquoi se moquait-il ainsi de moi? Pourquoi était-il cruel? Je n'avais aucune réponse à ces questions. Et de toute façon, j'étais trop en colère pour avoir les idées claires. Mais j'étais certain que j'aurais ma revanche, et je serais sans pitié. Je le pousserais à bout, et tous les copains en seraient témoins. Arrivé devant l'infirmerie, j'aperçus une fille toute menue, perchée sur une chaise dans la salle d'attente. J'oubliais toute ma rancœur. Choqué, la bouche grande ouverte, je réalisais que c'était Sarah. Je ne l'avais pas reconnue d'emblée. Son jean et son t-shirt semblaient surdimensionnés. Ses bras étaient aussi fins que des pinceaux. Elle avait un visage pâle, couvert de boutons. Même sa tête avait diminué de volume. On aurait dit un citron perché sur une baguette de pain. « Alex, murmura-t-elle faiblement, c'est toi qui habites ce corps de géant? Sarah, combien as-tu perdu de kilos pour être aussi mince? Je ne sais plus, je rétrécis. Je suis si légère que ça m'a pris des heures pour aller au collège ce matin. Le vent m'empêchait d'avancer. Tu es malade? Elle fit une grimace. Tu sais bien que je ne suis pas plus malade que toi. Je diminue de volume parce que tu gonfles, et c'est l'appareil photo qui en est responsable. Je soupirai, désespéré. Tandis que nous entrions dans l'infirmerie, je dus soutenir mon ventre monstrueux à deux mains. Sarah, tu as raison, admis-je. Ce sont ces photos diaboliques. Nous sommes fichus. Papa vint me chercher au collège. Il avait été obligé de louer une camionnette pour que je puisse aller chez le docteur West. J'eus quand même beaucoup de mal à m'installer sur le siège. Il ne fut pas question de mettre la ceinture, bien sûr. « Je suis certain que le docteur West te remettra d'aplomb en peu de temps, » dit papa, pour me rassurer. Cependant, je pouvais lire sur son visage qu'il se faisait vraiment du souci. Le docteur West est un vieux monsieur très aimable. Il a de grands yeux bleus et les cheveux tout blancs. Il a la manière rigolote de s'adresser à tous les enfants comme s'ils avaient 2 ans. À la fin de chaque consultation,
il leur donne un bonbon. Évidemment, ce jour-là, il n'allait pas m'offrir de sucrerie. Quand je voulus me peser, je n'y arrivais pas. L'aiguille de la balance ne montait pas assez haut. Le docteur parut ne pas y croire. Il écouta mon cœur avec difficulté parce que son stéthoscope se coinçait dans les plis de ma poitrine. Concentré et pensif, il me fit toutes sortes de tests. On enverra les échantillons de sang au laboratoire, conclut-il. Nous aurons les résultats dans quelques jours. Il secoua la tête, fronça les sourcils et fixa le plafond. Je n'ai jamais rien vu de pareil, je suis complètement abasourdi. Moi aussi, j'étais abasourdi. Seulement ce n'était pas pour les mêmes raisons que lui. Je savais quelle était la cause de mon état. À peine arrivé à la maison, je me hissai jusqu'à ma chambre et attrapai le téléphone. Je fus obligé de déployer une énergie considérable pour amener le combiné jusqu'à mon oreille boudinée. Mon bras était si enflé que je le pliais difficilement. Je dus m'y reprendre à 3 fois pour composer le numéro. Mon gros doigt tapait 2 chiffres à la fois. Sarah répondit à la 3e sonnerie. « Allô ?» Sa petite voix faible et aiguë semblait flotter dans l'air. Je l'entendais à peine. « C'est moi, Alex, dis-je. J'arrive tout de suite avec l'appareil. »« Ce n'est pas la peine de crier. Presse-toi, Alex, j'ai encore perdu 2 kilos. J'ai peur de m'envoler. Je serai là dans 1 minute. Nous allons trouver une solution pour nous en sortir. » Après avoir accroché, je pris le Polaroid dans le tiroir où je l'avais caché et le tins serré dans mes mains d'obèse. « Si je grossis encore, j'explose, m'écriai-je. Je descendis l'escalier avec peine, soufflant comme un phoque. « Je vais chez Sarah, annonçai-je à mes parents une fois arrivé au rez-de-chaussée. Assis dans le salon, ils commentaient ma visite chez le docteur. « Il va pleuvoir, prends un parapluie, me conseilla maman. »« Pas la peine, c'est à côté, répondis-je en ouvrant la porte, l'appareil calé dans le pli de mon bras. De toute façon, un parapluie n'aurait pas pu me protéger entièrement. Je passai le nez dehors. Une pluie fine s'était mise à tomber. Je sortis, mais m'arrêtai net. Un garçon aux cheveux noirs marchait lentement vers moi en boitant. C'était John. Non, je savais pourquoi il était là. Il venait reprendre ce qui lui appartenait. Mais il n'en était pas question. Je ne pouvais pas lui donner l'appareil. J'en avais besoin pour nous tirer d'affaire. Désemparé, je voulus me cacher sous le porche. Trop tard. John m'avait vu. John me fit de grands signes. Je posai soigneusement l'appareil dans un coin du porche et plaçai mon imposante silhouette devant lui. Qu'allais-je lui dire? Comment m'y prendre pour le convaincre de me le confier quelques jours de plus? « Salut, dit-il en montant vers moi. « Salut, répondis-je faiblement. Je cherche un garçon qui habite dans les environs. Il s'appelle Alex. Il a les cheveux blonds et il a à peu près de mon âge. Il m'a emprunté un appareil photo. » Je le contemplais, bouche bée, mes multiples mentons rebondissant sur ma poitrine. « Et quel est son nom de famille ?» finis-je par demander. « Je ne connais que son prénom. »« Je suis tellement déformé qu'il ne m'a même pas reconnu, pensai-je, soulagé. « Ah, oui, je vois de qui tu parles. Il vit de ce côté, fis-je, en lui indiquant une rue de la main. Tu ne sais pas dans quelle maison, par hasard? Oh, c'est à 200 mètres. On ne peut pas la manquer, c'est la seule construction en briques rouges du quartier. Merci. Et il partit en boitant le long du trottoir. Je n'étais pas fier de lui avoir menti, mais je n'avais pas le choix. D'ailleurs, je ne pouvais pas lui rendre cet appareil, il était trop dangereux. Je le suivis du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le virage. Puis je récupérai le boîtier. Après m'être traîné dans ma cour, j'atteignis celle de Sarah. Mon amie m'attendait sur le pas de la porte. Lorsqu'elle me vit, ses yeux s'agrandirent de surprise. Moi aussi, je fus sous le choc. Elle ressemblait plus à une brindille qu'à une fille. En montant l'escalier, elle se prit les pieds dans son pantalon. Elle avait fait 2 tours avec sa ceinture pour que son jean tienne à sa taille menue. Elle me dit « Si je continue à maigrir, il faudra que je m'habille avec des vêtements de poupée. »« Tes parents t'ont emmené chez un docteur ?» demandai-je en la suivant, essoufflé. « Oui, répondit-elle de son mince filet de voix. Il m'a recommandé de boire de grands bols de crème plusieurs fois par jour. » Dans sa chambre, je m'assis avec précaution sur le lit. J'avais peur qu'il ne casse sous mon poids. En effet, dès que je fus dessus, j'entendis un craquement. Le bois avait cédé. Le lit s'écroula sur le plancher. « Ne t'en fais pas, me rassura Sarah, je n'ai plus la force de grimper dessus. »« Si je grossis encore, soupirai-je, je ne passerai plus dans les portes et je ne pourrai plus sortir de chez moi. » Sarah avait les mains croisées devant elle. Ses doigts étaient si fins qu'on aurait pu les prendre pour des pattes d'oiseau.
Avec ses longs cheveux noirs qui pendaient le long de sa petite tête ronde, son corps ressemblait à un piquet. Elle se mit à pleurer. « Que va-t-on faire ?» Je caressais l'appareil photo. Je l'ai apporté à tout hasard. Peut-être que... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ce machin? Je voudrais qu'on ne l'ait jamais trouvé. Jamais. J'ai une idée, m'exclamai-je si brusquement que les plis de mon menton en tremblèrent. Encore une de tes idées géniales? Si on prenait de nouvelles photos, elles nous montreront peut-être normaux, comme avant. Ses yeux croisèrent les miens. Je vis qu'elle réfléchissait intensément. C'est peut-être un peu risqué, non? Puis elle considéra le Polaroid et dit d'un ton ferme: D'accord, vas-y. J'essayais de me mettre debout. Mes jambes étaient juste assez solides pour supporter mon poids. Avant que j'aie pu me relever, Sarah traversa la pièce et me déroba l'appareil. Elle faillit le lâcher tellement il était lourd pour elle. Elle dut le tenir à 2 mains. J'essayais encore de soulever la masse qui me tenait lieu de corps. Une fois de plus, j'échouais. « Tiens-toi tranquille, m'ordonna-t-elle. Je te prends en premier. »« D'accord, pourvu que je sois maigre comme un clou, souhaitai-je tout haut, essayant de croiser mes doigts enflés. « Fais-moi risette, plaisanta Sarah. »« Ce n'est pas le moment de rigoler, râlai-je. Dépêche-toi. » Elle plaça son œil dans le viseur, mit son doigt sur le bouton. « Non, c'est trop dangereux, bégaya-t-elle en se ravisant. « Vas-y, Sarah, ça ne peut pas être pire que maintenant, non ?» Elle acquiesça. « Quand il faut y aller, soupira-t-elle. Souhaitons que cette photo te montrera tel que tu étais, Alex. » Elle appuya sur le déclencheur. Le flash m'éblouit. Une seconde plus tard, le carré blanc jaillit de la fente. Sarah s'en saisit. Elle le tint serré et s'agenouilla devant moi pour que nous puissions l'examiner ensemble. « Ça y est, elle se développe, annonça-t-elle. Le jaune sortit en premier. Je me concentrai, essayant de distinguer mon visage. À quoi ressemblait-il? Était-il gonflé ou avait-il retrouvé son aspect normal? Pour l'instant, ce jaune était encore trop pâle. Nous étions figés, attendant que le papier fonce. Et d'un seul coup, j'apparus. Je vis mon énorme crâne et mon corps gonflé comme une montgolfière. J'étais toujours aussi gros, et même plus gros. « Non !» hurlai-je horrifié. « Ce n'est pas possible. Maman, je veux redevenir le garçon que j'étais. » Sarah remuait tristement sa petite tête. « Ah, Alex, qu'est-ce que tu as sur le visage ?» Je saisis la photo, m'attendant au pire. « Ah non !» me lamentai-je. « Pas ça !» Ma peau s'était transformée en une sorte de carapace, comme celle d'un crocodile. « Tu en as aussi sur le bras ?» nota mon ami. C'est alors que les démangeaisons commencèrent. Je relevai mes manches. Mes bras étaient couverts d'épouvantables plaques rouges. « Aïe, quel enfer !» m'écriai-je. « Ça me gratte partout. » Et plus je me grattais, plus ça picotait. Des écailles se mirent à tomber par terre. Sarah fit un pas en arrière, laissant échapper le cliché qui atterrit sur le parquet. « C'est horrible !» grimaça-t-elle. « Mon dos me fait mal, c'est terrible. Je ne peux pas l'atteindre. Ne compte pas sur moi pour le faire à ta place, c'est trop dégoûtant. » J'enlevai une large plaque rouge sur le dessus de ma main. « Sarah, et si je te photographiais une nouvelle fois ?» proposai-je. « Tu auras peut-être plus de chance que moi. » « Pas question, » dit-elle en reculant encore. « Ça ne peut qu'empirer. La preuve. » Sa bouche se tordit de dégoût. « Excuse-moi, Alex, mais tu es si repoussant. Je crois que je vais me trouver mal. » J'essayai d'atteindre ma nuque, mais je ne parvins pas à plier assez mes coudes. « Déchirons ces photos, » déclara Sarah. « Comment ?» Elle se baissa lentement pour ramasser le dernier développement. « Détruisons-les toutes, » insista mon ami. « Je parie qu'ensuite on sera comme avant. »« Tu crois ?» fis-je, arrêtant de me frictionner. « Pourquoi pas? Ça vaut le coup d'essayer. Qu'est-ce qu'on risque, après tout ?» Je retirai les 2 autres photos de ma poche, celle de Sarah en négatif et la première de moi où je figurais aussi volumineux qu'un ballon. « Allons-y, décidai-je. Je déchire ces 2-là, toi l'autre. » Nous tenions les clichés, prêts à agir. J'allais commencer par le mien lorsque je stoppai net. Sarah et moi, nous nous regardâmes en silence. Était-ce le bon moyen de nous sauver? « C'est trop risqué, on ne peut pas faire ça, » décréta Sarah. « Tu as raison, approuvai-je en tremblant. C'est trop dangereux. Si on les déchire en 1000 morceaux, on se retrouvera peut-être aussi en 1000 morceaux.
ou bien on s'évanouira pour ne plus jamais réapparaître. Écoute, ne parlons pas de ce qui pourrait nous arriver. Regarde à quoi nous ressemblons. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de plus horrible? Des tas de choses, s'exclama Sarah. Mais arrêtons de nous lamenter, Alex. Essayons de trouver une solution pour nous sortir de là. Soyons positifs. Je la dévisageai, bouche bée. Quoi? Répète ce que tu as dit. J'ai dit soyons positifs. Positifs? Sarah, tu viens de me donner une sacrée bonne idée, m'écriai-je. Apportons-les à la boutique de Kramer où mon frère travaille. Pourquoi pas? Approuva Sarah sans grande conviction. Inutile de dire que j'eus toutes les peines du monde à me remettre debout. Il nous fallut ensuite 1 heure pour parcourir la distance qui nous séparait de la boutique de Kramer. En chemin, je devais reprendre mon souffle tous les 3 ou 4 pas et enlever les écailles qui me défiguraient. Je dus également retenir Sarah que chaque rafale de vent menaçait d'emporter. Heureusement, nous ne croisâmes personne. Quand nous arrivâmes enfin au magasin, nous poussâmes un soupir de soulagement. Mais William n'était pas là. Mon cœur s'arrêta presque de battre. Je me précipitai vers M. Kramer. « Il est dans le labo photo, nous annonça-t-il, les yeux écarquillés. C'est vrai, nous devions être particulièrement laids. Un éléphant et un sac d'os, ça ne se rencontre pas tous les jours. Nous allâmes dans le fond et je frappai à la porte du laboratoire. J'attendis que mon frère apparaisse. Je ne voulais pas ouvrir la porte moi-même, car s'il développait des pellicules, je risquais de gâcher les films en faisant pénétrer la lumière du jour. William sortit au bout de 2 minutes. Tout d'abord, il ne me reconnut pas. À mon avis, il avait dû oublier que j'avais grossi de 50 kilos depuis la veille. « Qu'est-ce qui se passe, Alex » fit-il dégoûté. « Tu as attrapé la gale ou quoi ?»« Je n'en sais rien, William, » répliquai-je d'une voix lugubre. « Sois gentil, rends-moi service. » Il haussa les épaules. « Quel genre de service ?» Je lui montrai les 2 photos, celle de Sarah et celle sur laquelle je pesais 1 tonne. « Peux-tu les mettre à l'envers ?» lui demandai-je fiévreusement. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » « C'est pourtant simple. Est-ce que tu peux sortir un positif de ce négatif et un négatif de ce positif ?» Sarah poussa un petit cri aigu. Elle venait de comprendre à quoi je voulais en venir. Si nous inversions les clichés, nos corps reprendraient peut-être leur aspect normal. William prit les photos et les examina. « Je crois que j'y arriverai, conclut-il. Vous en avez besoin pour quand ?»« Maintenant !» criâmes-nous d'une seule voix. Il nous regarda attentivement. J'essayai de me gratter le dos. En vain. Mes bras étaient si gros que je ne pouvais plus les lever. Si ça continuait comme ça, dans quelques heures je n'allais plus pouvoir marcher. Il me faudrait me promener dans une brouette. « Je t'en supplie, William, implorai-je. J'ai vraiment beaucoup de travail, objecta mon frère. Je te donnerai tout mon argent de poche. Cet argument acheva de le convaincre. D'accord, attendez-moi ici. Il disparut dans le laboratoire et on l'entendit tirer le verrou. Nous attendîmes et attendîmes encore. Les secondes nous parurent des années. Pendant ce temps, M. Kramer nous surveillait à la dérobée. Nous préférâmes l'ignorer. Épuisé par mes démangeaisons, j'avais envie de m'asseoir, mon excès de poids me faisant de plus en plus mal aux jambes et aux pieds. Mais je craignais de casser le siège et de ne plus pouvoir me relever. Une bonne demi-heure passa. Nous nous tenions devant la porte, sans oser bouger. Enfin, elle s'ouvrit brutalement. William sortit en grommelant. « Voilà, dit-il en me tendant les nouvelles photos. Et n'oublie pas ce que tu m'as promis, hein. » Je jetai un coup d'œil au résultat. Il avait bien fait ce qu'on lui avait demandé. Sur le positif, Sarah souriait. Moi, j'étais en négatif, mais toujours affreusement obèse. « Allez, filez avant que je ne perde mon travail, » nous ordonna William. Je pris Sarah par la main et l'entraînai dehors. La pauvre ne pesait pas beaucoup plus qu'une plume. Elle était encore plus mince et plus pâle qu'à notre arrivée. Sa main ressemblait à une poignée d'herbe. Nous nous arrêtâmes devant la boutique et je pris les 2 images. Je les tins en l'air pour que nous puissions les examiner. Nous restâmes ainsi sur le trottoir pendant 3 minutes, attentifs au moindre changement de couleur, espérant que nos corps redeviendraient ce qu'ils avaient été. Mais rien ne se passa. Nous restions les mêmes, inchangés. « Nous sommes maudits, » dis-je tristement. Alors une écaille de peau rouge se détacha de mon front et tomba sur le sol. Le lendemain matin, je me réveillai très tôt, avant même que le réveil sonne. Je m'étirai en bâillant et me tournai sur le côté. Pensant à mon corps d'éléphant, je rassemblai mes forces pour le soulever. « Oh, Is !» criai-je en bandant mes muscles. Le résultat ne fut pas celui que je croyais. Je fis un bond qui m'envoya à l'autre bout de la chambre.
Je me cognai contre le mur. Incroyable! Que se passe-t-il? M'étonnai-je à voix haute. Et si je rampais jusqu'au miroir? Oui, j'avais retrouvé mon corps. Ma peau ne ressemblait plus à celle d'un crocodile. Je n'avais plus de plis et de morceaux de chair flasque, plus de joues rebondies. Mon ventre n'avait plus la forme d'un énorme ballon gonflé à bloc. C'était moi, tel que j'étais, tel que j'avais toujours été. Je croisais sans effort mes bras sur ma poitrine, me frottais le visage et me tirais les cheveux. Fou de joie, je grimpai sur mon lit et me mis à sauter dessus, en levant les mains vers le ciel, exprimant mon bonheur de toute la puissance de mes poumons. « Ça a marché !» hurlai-je. Le fait d'inverser la photo avait suffi. Je poussai un long cri de joie comme un loup qui hurle à la lune. Mes parents entrèrent brusquement dans ma chambre. Effrayés, ils écarquillèrent les yeux, la bouche grande ouverte. Maman poussa une exclamation de surprise. Papa resta muet, incapable de prononcer un mot. « Eh bien, ça y est, tu es redevenu normal », finit par balbutier maman. « Toi, c'est bien toi », bégaya papa en me montrant du doigt. Tout heureux, ils se précipitèrent vers moi et me serrèrent dans leurs bras. « J'en étais sûr, tu avais mangé un produit que tu ne supportes pas », affirma maman. « Oui », ajouta papa, « un produit auquel tu es allergique. Hier soir, nous étions très inquiets en te voyant arriver, mais j'étais certain que ton état s'améliorerait en un jour ou deux. » Moi aussi j'en étais convaincu, affirmai-je, sachant pertinemment que je mentais. « Tu as été formidable pendant cette épreuve, dit maman en essuyant une larme sur sa joue. Tu t'es conduit comme un homme. Vous savez bien que j'essaie toujours de prendre les choses du bon côté, crânai-je. Après avoir avalé rapidement mon petit déjeuner, je fonçai chez Sarah. Elle sortit alors que j'arrivais chez elle. Tout sourire, mon amie leva ses doigts en V, en signe de la victoire. « On a réussi, Alex !» s'exclama-t-elle en courant à ma rencontre, tout émerveillée. Ses longs cheveux noirs flottaient au vent. Elle aussi avait retrouvé son aspect. Criant et sautant en l'air, nous nous mîmes à danser et à chanter dans le jardin. « On est normaux, on est normaux !» Nous nous arrêtâmes au bout d'un moment pour reprendre notre souffle. « On ferait mieux de se presser, sinon on va être en retard au collège », fit remarquer Sarah. « Je suis tellement contente à l'idée de me montrer à tout le monde. Normal. Je suis redevenue normale. »« Moi aussi, » ajoutai-je. « Mais attends-moi une seconde, je reviens. J'ai oublié quelque chose dans ma chambre. » Je fis demi-tour et me mis à courir à travers le gazon. « Qu'est-ce que tu vas chercher ?» demanda Sarah en me suivant. « L'appareil photo, lui criai-je. » Elle me rattrapa, me saisit par les épaules et me força à m'arrêter. « Alex, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu ne crois pas qu'il nous a causé assez de problèmes comme ça ?» Je fronçai les sourcils, subitement sérieux. Et, baissant la voix, je lançai sur le ton de la confidence. « Je veux me venger. »« Alex, Alex, je t'en supplie, » m'implora Sarah. Je fis semblant de ne pas entendre. Je m'étais fixé un but. J'entendais bien aller jusqu'au bout. Je montai l'escalier 4x4 et me ruai dans ma chambre. J'ouvris le tiroir de mes sous-vêtements, sortis l'appareil et filai rejoindre Sarah. Elle m'attendait sur le trottoir. « Alex, tu es fou, à quoi ça rime ?»« Je vais prendre une photo de monsieur Harang, annonçai-je d'un ton sinistre. »« Non, s'il te plaît, ne fais pas ça, supplia-t-elle. »« Je vais me gêner. Écoute, sois raisonnable. » Sans répondre, je me mis à marcher à grands pas, le boîtier fermement coincé sous mon bras. « Alex, il va sûrement arriver quelque chose d'horrible, tu le sais bien. »« Je sais, seulement Harang Sour l'aura bien cherché. » J'affichai un grand sourire sarcastique et continuai d'avancer. Elle essayait de m'arrêter, mais je réagis vite. Je me mis à courir, Sarah sur mes talons. Il a refusé d'écouter mon histoire. Il m'a traité de menteur. En plus, il m'a collé à 0 alors que j'avais fait un très bon devoir. Tu ne trouves pas ça suffisant ? Lui expliquai-je pour me justifier. Alex, je ne la laissais pas placer un mot de plus. J'étais furieux, et plus nous nous approchions du collège, plus je m'excitais à l'idée de ma vengeance. Il veut ruiner mes vacances d'été, continuai-je. Il est dans son tort, et quand j'étais comme un ballon dirigeable, il a été cruel envers moi. Il m'a ridiculisé devant tout le monde, à tel point que je ne savais plus où me mettre. Je te l'ai raconté, non ? Mais on apercevait déjà les murs du collège à travers les arbres. Il avait vraiment envie de me faire du mal, et devant tout le monde. Il a mérité ce qui va lui arriver. « Et qu'est-ce qui va lui arriver ?» s'exclama Sarah, inquiète. Je m'arrêtai.
Il m'a mis au défi de lui prouver que l'appareil est ensorcelé. Eh bien, il va voir ce qu'il va voir. Je vais le lui prouver et me venger en même temps. Je laissai là mon ami et filai vers ma salle de cours. Je m'y glissai au deuxième coup de sonnerie. Les élèves étaient déjà assis. Le dos tourné, M. Hareng était en train d'écrire quelque chose au tableau. Je me plaçai derrière lui et attendis qu'il se retourne. Mon cœur battait lourdement dans ma poitrine. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir l'appareil. Je sentis la sueur perler à mon front. Je pris une grande inspiration et me préparai. Le moment était arrivé. Enfin. « Monsieur Hareng !» appelai-je doucement. Il sursauta et se retourna d'un seul coup, comme si j'avais hurlé. « Alex !» s'écria-t-il. « Mais tu es redevenu mince ?» Je ne fis pas attention à sa remarque et mis mon œil sur le viseur. L'heure de son châtiment avait sonné. « J'ai apporté l'appareil, dis-je d'une petite voix. Vous savez, celui dont je parlais dans mon histoire. Vous m'aviez demandé de vous prouver qu'il était ensorcelé. Eh bien, vous allez voir par vous-même maintenant. » J'avais bien cadré son visage étonné. Dans une seconde, mon index allait appuyer sur le bouton. Mais Aransour fut plus rapide. Il m'arracha le polaroid des mains. « Oui, bien sûr, le fameux appareil, murmura-t-il en l'examinant. Ne perds pas ton temps avec moi, Alex. Prenons plutôt la classe. »« Non, surtout pas, m'écriai-je. » Il leva sa baguette. « Danny et Brian, rapprochez-vous. » Et puis, il me poussa devant lui. « Rentre dans le champ, Alex. »« Non, non, suppliai-je. Non. Souriez tous. » Je n'eus pas le temps de protester davantage. L'éclair du flash nous éblouit. « Je pense que je vous aurai tous sur l'image, » se réjouit Aransour. « Maintenant, on va voir ce qui va se passer. » J'eus beaucoup de mal à avaler ma salive. J'avais un énorme nœud dans la gorge. Effectivement, bégayai-je. On va voir. Ça, c'est sûr.